Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis le docteur Jean-Philippe Estrade, chirurgien sur l'HPP, et je vais tenter de lancer quelques petites diapos d'introduction et d'introduction de la soirée. Vous permettre de vous présenter toute l'équipe qui travaille ici pour ou contre l'endométriose, on va dire. Et on a choisi le thème de l'endométriose sans douleur. Donc on va voir que j'ai déjà eu des petits messages sur les réseaux sociaux. C'était un thème un petit peu provocateur, mais en tout cas, vous savez qu'en médecine, on a obligation de moyens, mais pas de résultats. Mais en tout cas, le résultat, il faut essayer de l'afficher. C'est pour ça qu'on se bat tous les jours, en sachant que la douleur, évidemment, comme vous le savez, ça a permis à l'humanité de survivre, parce que sans douleur, quelque part, on fait plein de bêtises tous les jours. Et voilà. Et quand la douleur devient chronique, qu'elle devient cyclique et qu'elle se représente sous la forme d'une endométriose, on peut dire que c'est un vrai problème. Donc, je vais continuer un petit peu parce que là, notre star local, Dr Olivier Marpeau, il devait faire le topo d'après, mais il est encore coincé au bloc opératoire. Enfin, il n'est pas coincé, mais il va arriver. Donc, de façon un petit peu... la douleur, finalement, est-ce qu'il faut parler d'endométriose pour traiter la douleur ou s'intéresser d'abord à la douleur en tant que symptôme et aussi en tant que but à atteindre, raison pour laquelle sur le programme, en deuxième partie, vous aurez une explication sur l'algologie par le docteur Nathalie Choucroune qui est ici présente. On remercie bien sûr à l'HPP de sa motivation, de son engouement, de son côté structurel, mais aussi du côté organisation qu'on a mis depuis quelque temps maintenant en place. Donc sur ce schéma, vous avez quelque chose qui est assez important, puisque dans la douleur, il y a un émetteur, il y a un récepteur. L'émetteur, c'est l'endométriose, en ce qui concerne la pathologie dont on parle ce soir, et le récepteur, c'est toujours le cerveau. Donc, même un petit peu polémique, je pourrais dire que quand on vous dit que c'est dans la tête, c'est faux, mais quelque part c'est un peu vrai, parce que le cerveau, jusqu'à présent, il est quand même dans le crâne. Mais au-delà de cela, la douleur de l'endométriose, c'est quelque chose qui est cyclique et qui va petit à petit sensibiliser le cerveau, et Nathalie Choucroune va beaucoup vous en parler. Et c'est là, sur ces deux phénomènes, souvent on parle que du départ ou que de l'arrivée, mais il faut essayer de travailler sur les deux. Alors l'équipe, elle est ici, elle est non exhaustive, mais vous verrez donc le docteur Masquin qui est là, docteur Mourcialon aussi qui va pas tarder à arriver, l'infirmière de coordination Delphine Richard qui coordonne l'hôpital de jour, le docteur François Guilibert qui est chirurgien ici sur l'HPP, Béatrice Bombré qui est sage-femme sexologue, Élodie Naudin qui est sophrologue, que vous verrez par la suite intervenir, le docteur Olivier Marpeau, bien sûr, Aurore de France, docteur Nathalie Choucroune et moi-même. Alors l'HPP aujourd'hui, dans le paysage de l'endométriose, c'est l'endométriose, vous savez, on dit beaucoup qu'on ne fait pas assez, que ça ne va pas assez vite, etc. Vous savez que depuis la stratégie nationale décrétée par le président Macron, les choses se sont quand même un petit peu accélérées, un petit peu au regard du plan cancer qui avait été fait par Jacques Chirac. Donc là, l'HPP au milieu de l'échiquier, évidemment, il y a plusieurs des médecins que vous allez voir, des institutions, du réseau avec des instituts pour la fertilité, des associations de patientes, et au-dessus, on va dire, vous savez qu'EndoSud est une association maintenant qui est l'interface avec l'ARS, et que ce sont les ARS petit à petit qui vont nous aider un peu plus à structurer. Donc un centre d'endométriose, c'est quoi? C'est beaucoup de choses et on répond à cette détermination. C'est des gynécologues, des sages-femmes, des chirurgiens gynécologues qui utilisent des techniques conventionnelles de chirurgie et des techniques robotiques, on pourra en parler pendant le débat. De la radiologie spécialisée, de la radiologie générale, en sachant que l'écho est quand même le premier examen dit d'imagerie qui n'est pas vraiment fait par la radiologue, mais qui est fait un peu par la radiologue, un peu par les gynécologues, l'algologie et toutes les autres spécialités. Et le grand avantage ici d'un point de vue chirurgical, c'est que nous avons 3 services d'urologie, de digestif et de thoracique qui sont aujourd'hui en pleine fonction et très intéressés. Je laisserai Nathalie parler du centre de gestion de la douleur chronique.
On a parlé de chirurgie conventionnelle, de robotique multidisciplinaire. En fait, aujourd'hui, effectivement, quand on s'intéresse à l'émetteur, et on va parler ensuite du cerveau, ben effectivement, l'endométriose, c'est une maladie qui peut être importante, qui ne s'opère pas tout le temps, mais qui peut s'opérer. Quand il faut l'opérer, il faut être précis, il faut permettre une récupération rapide. Dans le texte qu'on avait envoyé, je vous ai parlé aussi de la convalescence à l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital, avec des suivis infirmiers pour ce type de chirurgie qui peuvent être complexes. Et ensuite, une collaboration efficace avec tous les autres spécialistes. Le socle que vous devez savoir, c'est qu'il y a la partie immergée de l'iceberg quand on s'occupe des patientes, notamment d'endométriose sévère, c'est les réunions de concertation pluridisciplinaire. Aujourd'hui, souvent, on nous demande comment je fais la différence entre un bon et un mauvais médecin, enfin mauvais médecin expert ou pas un médecin de l'endométriose, chirurgien expert ou pas l'endométriose. Ça se résume à une seule chose, c'est une question d'organisation aussi, c'est pas qu'une question d'agilité digitale, mais ça c'est important. Et ce qui est très important, c'est ces CRCP qui ont lieu de façon mensuelle. Ce sont des discussions collégiales avec une élaboration d'un plan et d'un suivi coordonné. Il est très important, et pour le cerveau, on en revient aussi à cela, que pour le cerveau, tout acte qui est présenté à une patiente, tout projet thérapeutique, évidemment, doit être expliqué. Il doit être accepté, ça paraît une évidence, et qu'il faut prendre le temps pour ça, parce qu'en fait, l'hypersensibilisation, on va en reparler, dépend beaucoup de l'état émotionnel, et que ce soit pour un médicament et un traitement hormonal, où malheureusement il y a beaucoup de bashing, de hormono-bashing sur le traitement hormonal, parce que aujourd'hui, souvent, c'est balancé sur une ordonnance en disant prenez ça, avec ça, ça va être super, et il y a souvent des convenus. Mais tout ça, ça s'explique. Des traitements hormonaux, on peut les prendre. Il faut les prendre 2, 3 mois, 4 mois. Il faut refaire le point, il faut suivre, prendre des compléments nutritionnels. Donc finalement, c'est un petit peu comme la chirurgie. Il faut expliquer, revoir. Et la PMA, c'est exactement la même chose. Donc évidemment, notre ambition aujourd'hui, c'est d'être un centre d'excellence pour l'endométriose. Ce qu'il est fait de façon structurelle, c'est quoi ? Aujourd'hui, pour éviter l'hypersensibilisation, on pense qu'un diagnostic le plus précoce possible est possible. Il y a des tests, il y a des consultations pour ça. Qu'ensuite, Olivier Marpeau va vous parler d'une femme, une endométriose, c'est très important. L'endométriose, c'est très vaste et on sait que vous avez beaucoup de questions quand vous allez sur Internet et qu'on revient en me disant « mais oui, mais j'ai vu ceci et j'ai vu cela », c'est bien sûr, mais ça ne remplace pas une consultation face à face et ça ne sera pas vraiment réalisé par l'IA dans l'avenir. Le traitement personnalisé, ça on l'a vu, et ensuite le suivi continu, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a aussi des centres, et je crois qu'on n'est pas comme ça, nous, à l'HPP. La patiente est opérée, une fois qu'elle est opérée, merci, au revoir. En fait, si on veut savoir qu'est-ce qui se passe après, à plus ou moins long terme, il faut avoir des résultats. Parce que, ça fait vraiment 10 ans qu'on s'occupe vraiment d'endométriose de façon importante, qu'on progresse chaque année, mais on progresse que par une seule chose, c'est d'avoir une itération positive. On sait ce qui se passe, même des années après, les séquelles, les complications, les bons, les mauvais résultats, et on s'améliore, et c'est comme ça qu'on avance. Je devais parler du parcours de soins à la fin, mais je vais le faire parce que j'essaye de reprendre, de combler, et puis on verra ça après. Le parcours de soins, en fait, vous voyez, c'est un peu complexe, mais finalement, ça vous montre qu'il y a beaucoup d'intervenants à votre service, et qu'une partie de cela, ça se passe bien sûr à la consultation dans les bâtiments en face, dans tous les cabinets des médecins. Je vous parlerai 2 secondes du centre Luna, parce que ça, c'est un côté plutôt digital. Mais aussi l'hôpital de jour, qui est géré par Delphine Richard, qui a été mis en place il y a à peu près maintenant 1 an ou 18 mois, je n'ai jamais la mémoire des dates, mais qui aujourd'hui fait à peu près 500 hôpitaux de jour par an, et donc c'est important. Ces hôpitaux de jour concernent à la fois la prise en charge de la douleur, les patients qui viennent de loin pour avoir une prise en charge de consultation d'imagerie avancée, la préparation des patientes pour la chirurgie, avant, après, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on essaye de faire en tant que chirurgien. On a souvent des patients qui ont très mal en post-opératoire, tout simplement parce que quand on opère une patiente qui est hypersensible, effectivement, les antalgiques classiques, les morphiniques, etc., peuvent être même pires qu'au départ. Donc on essaie de faire ça, mais c'est difficile parce qu'il faut essayer d'avoir une stratégie de filtre de patientes. Et c'est le rôle de l'hôpital de jour qui, tous les mois, en fait, s'améliore en termes de sélection pour savoir qu'est-ce que doit faire la patiente. Et ensuite, vous allez avoir algologue, psychologue, diététicien, la kiné, l'ostéopathie,
Bien sûr, nos collègues anesthésistes qui sont fondamentales non seulement pour dormir, c'est évident, mais aussi pour préparer l'atterrissage en termes de douleur post-opératoire. Et évidemment, tous les autres facteurs et médecins, que ce soit les gastro-entérologues et tous les chirurgiens que j'ai cités par la suite. Pour terminer, l'innovation, aujourd'hui, l'HPP est aussi dans l'innovation. Je dirige depuis quelques années, avec certains de mes collègues ici, une application qui s'appelle Luna et qui permet, via un algorithme d'intelligence artificielle, de vous donner un premier diagnostic avec un pourcentage. C'est issu d'une étude de 12 ans qui a été publiée dans le Lancet, qui est maintenant dans un algorithme. Et ensuite, on propose aux patientes de rencontrer des professionnels de santé, et souvent, la plupart du temps, des sages-femmes, et ensuite de faire rentrer ces patientes dans le parcours de soins qu'on a vu tout à l'heure, et qui permet également de suivre les patientes. Donc, voilà Olivier Marpeau. Donc, on va enchaîner. Cette réunion, on va faire 2 topos. Donc, je te l'ai dit, tu as 5 minutes pour le topo. Ce sera 15. Allez, 10 minutes. 12. 9. Et en fait, le but de cette réunion, c'est d'avoir une table ronde assez rapidement après quelques topos, parce que vous imaginez bien qu'on ne peut pas élaborer toute l'endométriose, et surtout vous donner la parole. Après, on a plein de petits diaporamas, etc., pour illustrer ce qu'il est possible de faire, pour justement permettre d'imaginer une endométriose sans douleur. Et donc, la transition est toute faite. Je passe la parole au docteur Nathalie Chokroun. Ah, c'est toi? Non, c'est Olivier. Ben oui. Si tu veux commencer, vas-y, comme ça je me chauffe. Tu chauffes un petit peu, ouais. Voilà, donc il est assez classique de dire que dans toute réunion médicale, on va essayer d'avoir un dialogue ensemble, et en évitant de parler de cas personnels, parce que d'abord c'est du secret médical, et on peut essayer d'aborder des sujets un petit peu plus vastes, plus globaux, ou de temps en temps plus précis, mais en évitant d'élaborer forcément, de mettre en place votre problème personnel. Et je n'ai pas présenté Florence Cotin, journaliste à la Provence, qui va animer le débat après. Hein? Je suis médecin de la douleur. Je vais présenter un petit peu donc, les différents mécanismes de la douleur. Je ne sais pas si on entend bien. Approche. Ok. Là, c'est mieux? Voilà. Ok. Donc, bonjour. Alors, le principal facteur de risque de chronicisation des douleurs, puisque moi, donc, je suis médecin de la douleur, je m'occupe des douleurs chroniques qui ont échappé au traitement médico-chirurgical. Le principal facteur de risque, c'est le retard diagnostique, en fait, qui va être le lit de la chronicisation des douleurs. Il y a un retard diagnostique, peut-être le docteur Marpeau vous en parlera, parce que la présentation clinique est hétérogène. Il y a une discordance entre le vécu douloureux de la patiente et ce que nous on constate en clinique, en imagerie, voire même en chirurgie, et parce que les douleurs ne sont peut-être pas dues uniquement aux lésions d'endométriose. C'est effectivement les mécanismes sous-jacents à la douleur, et ils sont un petit peu complexes. Il y a des douleurs qui sont directement liées aux implants, il y a des douleurs par hypersensibilisation, et il y a toutes les autres douleurs de la région pelvienne. Et le rôle du médecin de la douleur, ça va être de faire un petit peu le tri, essayer un petit peu de voir quels sont les différents mécanismes pour pouvoir proposer des traitements adaptés à chaque mécanisme. Les douleurs qui sont directement liées aux implants, on a l'inflammation, les adhérences et la douleur neuropathique, ou plutôt la composante neuropathique. C'est assez rare qu'on ait une lésion d'endométriose qui va infiltrer un nerf. On a surtout des phénomènes de neuroangiogénèse, c'est-à-dire qu'on a les implants qui vont fabriquer des fibres nerveuses. On sait que la douleur est directement proportionnelle au nombre de fibres nerveuses. Et puis il y a aussi un phénomène qui s'appelle l'inflammation neurogène, c'est-à-dire que le nerf sensitif, il va être capable de libérer en périphérie des médiateurs de la douleur. Et donc, il va y avoir un entretien de cette inflammation, c'est ce qu'on appelle l'hypersensibilisation périphérique par inflammation neurogène, c'est le début de l'hypersensibilisation. On va voir qu'il y a 3 niveaux d'hypersensibilisation. Donc l'hypersensibilisation périphérique avec des neurones qui vont être de plus en plus sensibles, il va y avoir une diminution des seuils d'activation, et cliniquement, on va avoir une allodynie, c'est-à-dire des douleurs qui sont provoquées par des stimulus qui habituellement ne sont pas douloureux, et on va avoir une hyperalgésie, une exagération de la réponse douloureuse. Cette hypersensibilisation périphérique va conduire à une hypersensibilisation centrale, c'est-à-dire des changements à long terme au niveau du signal de la douleur. Et ces changements vont entretenir la perception de la douleur et faciliter son expansion vers des régions plus éloignées.
Au niveau pelvien, on a un troisième niveau d'hypersensibilisation, c'est l'hypersensibilisation interorganes. C'est-à-dire on va avoir une transmission du message douloureux de l'organe malade vers un organe sain à proximité. Et ça, on l'explique par l'anatomie, parce que toutes les fibres nerveuses des organes vont converger vers une même zone au niveau de la moelle épinière. Et donc, on va avoir une sensibilisation des nerfs qui innervent les organes voisins. Et ces phénomènes de sensibilisation, ils nous permettent de comprendre pourquoi on a des douleurs qui augmentent en intensité, en fréquence et en localisation, sans qu'il y ait pour autant d'évolution de la maladie endométriosique, et pourquoi on a des douleurs qui vont persister, même si le traitement a été parfaitement adapté. On a un score clinique qui nous permet de mesurer cette hypersensibilisation, c'est le score PPSC. Donc on retrouve la définition de la sensibilisation, l'abaissement des seuils et la diffusion dans le temps et dans l'espace, avec notamment l'atteinte de la sphère musculaire, c'est ça qu'on appelle le syndrome myofacial. Les autres douleurs de la région pelvienne, donc il y a le syndrome de Bain. Donc en fait, c'est une douleur qu'on ressent dans la région pelvienne, mais qui est d'origine thoracolombaire. Au niveau de la charnière thoracolombaire, on a tous les nerfs qui innervent la paroi qui sortent. Et donc, en fonction de la branche qui sera atteinte, on pourra avoir des lombalgies basses, des douleurs inguinales ou des douleurs au niveau de la hanche. Il y a les douleurs chroniques post-opératoires. On sait que les patients qui ont une endométriose, elles sont plus opérées que la population générale. Et on sait aussi que la douleur chronique post-opératoire, c'est 20% des consultations au centre de la douleur. Les autres douleurs de la région pelvienne qui sont associées, tout le monde le sait, la fibromyalgie, le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome douloureux de la vessie, etc. Donc on va se retrouver cliniquement devant ce qu'on appelle un syndrome douloureux pelvien complexe, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs organes et plusieurs fonctions qui vont être atteints dans la même zone anatomique. Alors les traitements de la douleur, ceux qui sont directement liés aux implants, ça relève une prise en charge gynécologique. Par contre, les traitements de la douleur par hypersensibilisation, il faut mettre en place une prise en charge pluridisciplinaire avec des traitements, médicamenteux ou non, qui seront toujours adaptés au mécanisme. Donc je vais passer volontairement très vite sur les différentes techniques et puis après, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Dans les techniques de neurostimulation, donc on a le TENS, c'est la stimulation des fibres nerveuses périphériques à l'aide d'électrodes qui sont collées à la peau et reliées à un boîtier externe. On a la stimulation du nerf vague par voie transauriculaire. On va stimuler une des branches du nerf vague au niveau de l'oreille. Ça a un effet antalgique et un double effet anti-inflammatoire. Il y a des études qui ont été faites en particulier pour les patientes qui sont atteintes d'endométriose. La stimulation magnétique transcrânienne, donc c'est une technique qui est non invasive. On va moduler l'activité des neurones qui sont impliqués dans l'intégration du message douloureux. La neurostimulation médulaire, c'est une technique invasive qu'on utilise assez rarement parce qu'il n'y a pas de très bons résultats en douleur pelvipérinale. Les thérapies manuelles, donc avec l'ostéopathie pour redonner de la mobilité. C'est très important de toujours redonner de la mobilité au niveau des tissus, de la mobilité mécanique au niveau du bassin et des lombaires. On a les sages-femmes et les kinés qui s'occupent de la prise en charge du syndrome myofacial et de traiter les dyspareunies. Les thérapies complémentaires, donc ce sont toutes les approches et pratiques qui sont habituellement pas considérées comme faisant partie de la médecine conventionnelle. On va de plus en plus vers ce qu'on appelle une médecine intégrative, c'est-à-dire qu'on va associer la médecine conventionnelle et les thérapies complémentaires. Donc je vous ai mis les recommandations et tout le catalogue de ce qu'on peut faire en soins de support. Les traitements médicamenteux, là ce sont les recommandations françaises, donc pas d'anti-inflammatoires au long cours. Et si on suspecte une origine neuropathique, il faut mettre en place un traitement de la douleur neuropathique. Alors voilà comment on traite une douleur neuropathique. Ce sont les dernières recommandations françaises, elles datent de 2020. Quand la douleur neuropathique est généralisée, en première intention, on peut proposer certains antidépresseurs et en antiépileptique, la gabapentine. En deuxième ligne, la prégabaline ou bien on associe antidépresseurs antiépileptiques ou bien le tramadol. En troisième ligne, la RTMS, la neurostimulation médulaire, les opioïdes. Quand la douleur neuropathique est localisée, on va utiliser en première ligne les emplâtres de lidocaïne et le TENS, et en deuxième ligne, les patchs de capsaïcine et la toxine botulique. Donc je vais revenir sur les deux dernières techniques, puisqu'on le propose ici sous forme d'HDJ. Les patchs de capsaïcine, donc ce sont des patchs qu'on pose uniquement en hospitalisation, c'est de l'extrait de piment. Donc comment on procède? Ils vont agir donc, au niveau des récepteurs TRPV1, et en pratique, on va réaliser une cartographie, on va délimiter la zone. On va appliquer le patch 30 minutes à 1 heure, ensuite on retire et on repose tous les 2-3 mois jusqu'à ce qu'on désensibilise cette zone. La toxine botulique, donc ça va induire un relâchement musculaire, ça va permettre aussi de lutter contre la sensibilisation périphérique parce que ça va empêcher la libération des messagers de la douleur. Il y a aussi un effet central avec la toxine botulique, elle va bloquer le transport de certains récepteurs à la douleur et en particulier le récepteur TRPV1 sur lequel on joue aussi avec la capsaïcine. Avec la toxine botulique, on va pouvoir traiter des zones d'allodynie, on va pouvoir traiter des cicatrices et traiter des muscles aussi. Les traitements antiparalgésiens, la cible, c'est le récepteur NMDA. Alors, qu'est-ce que c'est le récepteur NMDA? C'est un filtre à la douleur.
Il est au niveau de la moelle épinière, donc vous avez le premier nerf qui arrive au niveau de la moelle épinière, c'est le premier relais. Et ce récepteur, donc fermé, va jouer son rôle de filtre. Sauf que dans certaines circonstances, il va s'ouvrir. Alors qu'est-ce qui fait que ce récepteur s'ouvre? Ce sont les expériences douloureuses intenses, le stress chronique et la prise prolongée de morphinique. Ça, c'est un phénomène qu'on connaît bien en anesthésie, ça s'appelle l'hyperalgésie induite par les opioïdes. Un opiacé, quand on en prend sur une courte durée, ça va avoir un effet antalgique, donc c'est complètement validé pour le traitement de la douleur aiguë. Par contre, si on le prend trop longtemps, il va activer les récepteurs NMDA et on va avoir une hyperalgésie. Les deux molécules qui sont validées en France, ce sont la kétamine et la lidocaïne. Juste un mot sur l'organisation. On commence par la consultation d'évaluation douleur chronique. Elle est précédée par un questionnaire d'auto-évaluation multidimensionnelle. À la fin de la consultation, on convoque le patient pour un bilan d'évaluation pluridisciplinaire en hospitalisation de jour. Et là, il va rencontrer donc notre infirmière référente endométriose, l'infirmière référente douleur, qui va faire l'éducation aux TANS, la diététicienne et le psychologue. À l'issue de ce bilan, on va pouvoir élaborer un protocole de soins qui sera personnalisé et on va régulièrement le réévaluer pour l'adapter. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Philippe. Merci à toutes et à tous d'être ici ce soir. Merci à l'HPP de nous proposer cette salle. On a dû s'agrandir suite au succès de notre invitation. Donc c'est top de vous voir ici. C'est bien de voir des hommes aussi dans cette salle pour parler de cette maladie de l'endométriose, qu'on commence à connaître un petit peu plus. Mais plus on avance dans la recherche, sur le diagnostic, sur le traitement et sur la prise en charge, et plus on ouvre des nouvelles portes et qui complexifient encore un peu plus la prise en charge. Et ici à HPP, on a la chance d'avoir à notre disposition pour les patientes, tous les spécialistes, pour vous accompagner dans cette prise en charge qui est longue et souvent très difficile. Alors l'endométriose, c'est une véritable épidémie mondiale. On estime que dans le monde, il y a 200 millions de femmes qui sont touchées. En France, on est autour de 2 millions. C'est 10% des femmes menstruées qui ont de l'endométriose. 40% des femmes qui ont mal au ventre, c'est de l'endométriose. 40% des femmes qui sont infertiles ont de l'endométriose. Et une femme qui a de l'endométriose va souffrir en moyenne de 4,6 symptômes. Donc on voit bien qu'il n'y a pas que la douleur et qu'il y a tout un cortège de symptômes qui vont altérer votre qualité de vie. Il y a un impact sur la vie sociale, sur la vie amoureuse, mais aussi sur la vie professionnelle. Une femme qui a de l'endométriose, en moyenne, va s'arrêter 31 jours par an à cause de sa maladie. C'est important d'avoir ces données à l'esprit pour bien mesurer ce qui se passe au quotidien dans la vie d'une femme qui souffre de l'endométriose. C'est une maladie qui est multiple et chaque femme qui a une endométriose qui lui est propre. Pourquoi elle est multiple? Elle est multiple dans ses causes, je vais vous en parler, dans ses atteintes anatomiques, dans ses manifestations, ses symptômes et ses conséquences, dans le diagnostic, dans la réponse au traitement et dans l'évolution. Et à chaque fois, on doit gérer de manière individuelle en fonction des symptômes, en fonction du retentissement sur la qualité de vie, en fonction de l'efficacité des traitements et de l'évolution et de vos priorités pour pouvoir vous proposer le traitement idéal, enfin c'est pas idéal peut-être, mais en tout cas le plus adapté. Les origines de l'endométriose, elles sont multiples. La théorie numéro 1, c'est la théorie de la régurgitation, ce sont les règles, l'endomètre à l'intérieur de l'utérus qui va passer par les trompes et arriver dans la cavité péritonéale, dans le ventre. Le problème, c'est que 90% des femmes qui ont leurs règles se retrouvent avec un petit peu de sang dans le ventre. Et il n'y a pas 90% des femmes qui ont de l'endométriose. Donc il se passe d'autres choses qu'on n'explique pas encore très bien. Pourquoi ces cellules vont se fixer, vont proliférer, vont donner des nodules d'endométriose profondes chez certaines femmes et pas chez d'autres. Donc la théorie du reflux reste quand même une théorie qui est très présente. Il y a la théorie de la métaplasie et la théorie embryonnaire. Là, ce sont des cellules qui sont peu différenciées, qui peuvent se trouver ailleurs dans le corps et puis qui, tout d'un coup, sous l'influence de facteurs extérieurs, comme des facteurs environnementaux, peut-être ce qu'on va retrouver dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons, dans ce que nous mangeons, et ben ces cellules vont se transformer pour donner des cellules qui ressemblent aux cellules de l'endomètre et qui vont évoluer au gré de votre cycle hormonal et saigner chaque mois dans votre ventre, provoquant une inflammation majeure et donc des douleurs et d'autres symptômes. Il y a la théorie lymphovasculaire, il y a des femmes chez qui on a mis en évidence de l'endométriose dans les sinus ou dans les glandes lacrymales. Donc là, forcément, c'est pas la théorie du reflux, c'est des cellules qui se sont baladées par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins ou des vaisseaux lymphatiques pour atteindre des organes à distance de l'appareil gynécologique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on préfère parler d'une maladie générale plus que d'une maladie strictement gynécologique. Et puis, il y a les causes iatrogènes auxquelles il faut penser. Des femmes qui ont une ou plusieurs césariennes, par exemple, il peut y avoir des cellules endométriales qui vont migrer le long des césariennes pour arriver jusque dans les muscles de la paroi abdominale. Quelle que soit
l'origine de l'endométriose, il y a quand même un point commun, c'est que c'est une maladie qui est hormonodépendante. C'est-à-dire qu'elle va évoluer en fonction de votre cycle. Et c'est pour ça que souvent, pas toujours, mais souvent, à la ménopause, ça va mieux parce qu'il n'y a plus de cycle hormonal. Et c'est pour ça qu'on va souvent vous proposer comme traitement de première intention, comme traitement de fond, si vous n'avez pas de désir de grossesse, une contraception hormonale en continu ou séquentielle. On en parlera après. Il y a plein de questions autour de l'origine de l'endométriose, ou plutôt de ses origines. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque, notamment des facteurs de risque familiaux? Il y a des familles où toutes les femmes sont atteintes d'endométriose, la mère, sa ou ses filles. Donc on suspecte un rôle génétique, même si on n'a pas identifié bien sûr le gène de l'endométriose. Le rôle de l'environnement, je vous en ai parlé. Comment est-ce qu'elle évolue? On ne sait pas très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu parler l'année dernière, il y a une étude japonaise qui est sortie qui parlait de bactéries, Fusobacterium, qui se trouve à l'état normal dans l'intestin d'à peu près tout le monde. Et ben chez les femmes qui avaient de l'endométriose, les chercheurs ont montré qu'il y en avait plus dans la cavité utérine. Donc peut-être un rôle de ces bactéries dans la prolifération et l'implantation des cellules endométriales. Mais bien sûr, ça ne peut pas tout expliquer, ce serait trop simple. On vous prescrirait un antibiotique et l'affaire serait réglée. Évidemment, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis, un lien très fort avec les maladies inflammatoires et auto-immunes. Il y a beaucoup de femmes, vous en avez parlé de la fibromyalgie tout à l'heure, mais il y a aussi beaucoup de femmes qui ont à la fois de l'endométriose et des maladies digestives comme la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, ou des maladies rhumatologiques comme la spondylarthrite ankylosante. Et on se rend compte de plus en plus qu'il y a un lien entre ces différentes maladies. Peut-être que vous êtes concernés. Donc, peut-être des causes communes, mais on cherche. Les atteintes sont très polymorphes également, très multiples. Les organes qui peuvent être touchés, bien sûr, on pense d'abord à ce qui se passe en bas du ventre, autour de l'utérus, ça peut être les trompes, ça peut être l'ovaire. Derrière l'utérus, ça peut être les fameux ligaments utérosacrés avec des nerfs à proximité qui servent notamment à faire fonctionner votre vessie. Juste en arrière, il y a le rectum qui peut être touché. En avant de l'utérus, la vessie. Il y a le péritoine qui recouvre tous les organes de la cavité qui peut aussi être touché. Ça, c'est l'endométriose superficielle. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Mais en remontant dans le ventre, on peut aussi avoir des atteintes au niveau de l'intestin plus haut que le rectum, l'intestin grêle, le cécum, c'est près de l'appendice qui peut aussi être touché. Et en remontant, ça peut aller jusqu'au diaphragme. Il y a des femmes qui ont une atteinte diaphragmatique. Et donc ça va se manifester par des douleurs souvent dans l'épaule et plus souvent l'épaule droite au moment des règles. Si vous avez ce type de symptômes, ça doit faire penser à l'endométriose diaphragmatique. Il y a même des cas vraiment plus rares qui ont été décrits. Je vous parlais des sinus, des glandes lacrymales. Même on a retrouvé des cellules endométriosiques au niveau du cerveau de certaines femmes. Donc, c'est vraiment pas du tout une maladie qui se limite à l'appareil génital. On a parlé des douleurs tout à l'heure, je vais pas revenir sur les mécanismes. Quand on pense endométriose, on pense douleur de règles, nous on appelle ça des dysménorrhées, mais bien évidemment, vous souffrez de multiples types de douleurs. Par exemple, les douleurs des règles, on appelle ça des dyspareunies. Il y a des femmes qui ont mal en dehors des règles, des douleurs pelviennes chroniques. Il n'y a pas que les règles qui sont concernées. Les douleurs à la défécation, quand il y a un nodule entre le rectum et le vagin et que l'ampoule rectale va se mettre en tension, eh ben, ça fait très très mal. On peut aussi avoir des douleurs vésicales si le péritoine qui recouvre la vessie est touché par des lésions endométriosiques. Quand la vessie se vide en fin de miction, ça fait mal, ou quand elle est trop pleine, la paroi est inflammatoire, c'est aussi douloureux. Des douleurs dans les membres inférieurs, Nathalie nous en a parlé avec des atteintes neuropathiques, et puis les douleurs de l'épaule. Et toutes ces douleurs vont finir par aboutir au syndrome d'hypersensibilisation pelvienne qui est très difficile à traiter, un phénomène en tache d'huile avec des douleurs qui vont se manifester dans des organes qui ne sont pas concernés directement par la maladie. Par exemple, il y a la vulvodynie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La vulvodynie, c'est une hypersensibilité de la vulve. Et les femmes qui souffrent d'une hypersensibilité à cet endroit-là, on ne peut pas approcher un coton-tige des lèvres ou du clitoris. Rien qu'en les effleurant, ça provoque des douleurs terribles. C'est un des signes de l'hypersensibilisation pelvienne. La fertilité, bien évidemment. Alors, je rappelle que toutes les femmes qui ont de l'endométriose ne sont pas forcément infertiles. Une femme qui a de l'endométriose a plus de risques d'être infertile. On estime que 40% des femmes touchées peuvent avoir des problèmes de fertilité. Qu'est-ce qui va altérer la fertilité? Toutes les étapes du rapport jusqu'à la fécondation, jusqu'à l'implantation de l'embryon dans l'utérus peuvent être affectées par cette maladie. Bien évidemment, si on a des douleurs intolérables lors des rapports sexuels, on en aura moins ou ils ne seront pas complets. Et donc, ça limite les chances d'obtenir une grossesse naturellement. Il peut aussi y avoir des altérations du fonctionnement des trompes. Dans les trompes, il y a des petites cellules avec des cils qui font avancer les spermatozoïdes vers l'ovule. Et bien, ces cellules, elles fonctionnent moins bien. Il peut y avoir des adhérences qui vont boucher les trompes, des adhérences inflammatoires. Et puis, peut-être, et c'est surtout ça le plus important, c'est le fonctionnement des ovaires. La quantité et la qualité des ovocytes, des ovules, est moins bonne. On appelle ça l'insuffisance ovarienne.
Et ça, c'est un des mécanismes majeurs de l'infertilité dans l'endométriose. Et au niveau de l'utérus, dans la cavité utérine, il y a aussi des mécanismes inflammatoires qui vont se mettre en place. Et ça peut gêner la nidation, c'est-à-dire l'implantation de l'embryon à l'intérieur de la cavité utérine, et donc augmenter le risque de grossesse arrêtée précoce, de fausse couche. Et ça, ce risque il est aussi augmenté si vous avez de l'endométriose. Mais pas toujours. 60% des femmes réussissent à être enceintes naturellement. Voyons le côté positif. Il y a d'autres signes. On a parlé de la fatigue chronique. On a parlé des troubles digestifs, parce qu'il y a les douleurs digestives, mais il y a aussi souvent des troubles du transit avec une altération, diarrhée, constipation. Parfois même, ça peut aller jusqu'à des saignements dans les selles. On appelle ça des rectorragies. Ça, c'est quand il y a un nodule d'endométriose qui va passer à travers la paroi du rectum, une lésion transfixiante. De la même manière, ces nodules, ils peuvent rentrer dans la vessie. Dans ces cas-là, on peut avoir du sang dans les urines. On appelle ça une hématurie. Les envies urgentes et fréquentes d'uriner, c'est à cause de l'inflammation de la paroi vésicale qui est souvent majeure. Les difficultés d'uriner, c'est l'inverse. Vous n'arrivez pas à faire pipi, vous sentez peut-être moins l'envie de faire pipi. Ça, c'est à cause de l'atteinte des nerfs directement par l'endométriose. On appelle ça une dysurie et c'est un symptôme que les femmes rapportent souvent. Enfin, le rapportent à condition qu'on leur pose la question. Si on ne pense pas vous poser la question, malheureusement, on n'aura pas la réponse. Et puis l'anxiété, la dépression, parce qu'à force d'avoir mal, à force d'avoir des problèmes digestifs, à force de ne pas pouvoir réussir à être enceinte, à force de ne pas pouvoir travailler, de sortir, bref, ça finit par entraîner une anxiété, des troubles de l'humeur, pouvant aller jusqu'à la dépression, qu'on doit aussi prendre en charge. On a un énorme problème, surtout vous avez un énorme problème, et ça, c'est pas facile à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de corrélation entre la sévérité des atteintes anatomiques et l'intensité des symptômes. On voit tous les jours dans nos cabinets des femmes, quand on les examine, quand on regarde l'échographie, quand on regarde l'IRM, on a beaucoup de mal à voir les lésions d'endométriose, pourtant elles sont là, et vous avez des symptômes qui sont hyper impressionnant. À l'inverse, il y a des femmes qui arrivent pour leur suivi gynécologique, qui ne se plaignent de rien. On va les examiner et on va trouver de l'endométriose. On va leur faire une échographie et on va trouver un kyste d'endométriose dans un ovaire. Donc c'est pas parce que souvent vous posez la question à quel stade je suis. Le stade finalement c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important c'est les symptômes qui impactent votre vie quotidienne et vos difficultés à être enceinte si vous avez envie d'être enceinte. C'est ça qui compte. Le stade, finalement, il n'a pas tellement d'importance. Il a un peu d'importance pour le chirurgien quand même, parce que quand on doit vous opérer, si le stade, si la maladie est très évoluée, c'est plus compliqué que si elle est limitée. Mais en tout cas, il n'y a pas de lien, forcément, entre l'étendue des lésions et les symptômes. Ça, c'est très important de le rappeler. Le diagnostic, il est parfois évident. En haut à gauche, c'est une vue au fond du spéculum. Si on voit des nodules ou des kystes noirs comme ça au niveau de la paroi vaginale postérieure, dans le cul-de-sac vaginal juste derrière le col de l'utérus, on est sûr à 100% qu'il y a de l'endométriose pelvienne profonde, qu'il y a un nodule dans la cloison recto-vaginale. Là, ici, vous avez une image échographique typique d'un kyste endométriosique ovarien, un endométriome, c'est du sang à l'intérieur. Si on a cette image, on sait qu'il y a de l'endométriose. De la même manière, à l'échographie, on peut voir de l'endométriose profonde avec des nodules comme ça. C'est rare de les voir à l'écho, mais on peut quand même les voir, surtout si c'est un échographiste qui est entraîné, qui a l'habitude de cette maladie. Donc, on peut le voir à l'échographie. Et en dessous, c'est des images d'IRM. Vous savez que l'IRM pelvienne, c'est l'examen vraiment très important sur le plan radiologique pour pouvoir mettre en évidence une endométriose. Là encore, les kystes et l'endométriose profonde sont bien visibles. Vous avez vu qu'à aucun moment, je vous ai montré d'image d'endométriose superficielle. C'est simple, il n'y a pas d'image d'endométriose superficielle, on ne la voit pas sur l'échographie, on ne la voit pas sur l'IRM. C'est pour ça qu'on ne doit pas éliminer la présence d'une endométriose chez une femme qui a une échographie et une IRM normale. On doit multiplier les examens, on doit chercher encore et encore, mais dire à une femme, votre échographie est normale, vous n'avez pas d'endométriose, ou votre IRM est normale, vous n'avez pas d'endométriose, aujourd'hui, c'est pas possible. Donc l'examen, très facile. Le diagnostic, pardon, à l'examen clinique, à l'échographie, à l'IRM, et bien souvent, il n'est pas évident. Donc là, on doit avoir recours à un deuxième avis, notamment dans un centre expert comme ici. On va relire l'IRM ou on va refaire l'IRM avec une équipe de radiologues entraînés qui a un protocole technique pour faire l'IRM et qui est habitué à chercher les lésions d'endométriose. Donc moi, ça m'arrive très souvent de represcrire des IRM parce que la qualité du premier examen ne me convient pas. En dernier recours, je l'ai cité quand même si on essaie de limiter au maximum les célioscopies exploratrices, quand on a une femme qu'on revoit qui a très mal avec des échographies et des IRM qui sont strictement normales, parfois, on finit par faire une célioscopie pour aller regarder et pour faire des biopsies, pour chercher directement dans le ventre les lésions d'endométriose. J'ai mis en scène le test salivaire.
On attend beaucoup de ce test salivaire. Pour l'instant, on ne connaît pas encore sa place. Où est-ce qu'il va se situer dans la démarche diagnostique? On va certainement pas le proposer à tout le monde en première intention. En revanche, il sera peut-être très intéressant pour les femmes pour lesquelles l'imagerie est strictement normale et qui ont des symptômes d'endométriose pour éviter de leur faire une cœlioscopie exploratrice. Pour les traitements, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de traitements et il n'y a aucune garantie. Moi, je pense vraiment que plus on travaille dans l'endométriose, plus on devient humble. Parce qu'on se rend compte qu'on teste beaucoup de choses. Il y a des choses qui marchent chez certaines patientes. Il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, il faut tester. Les traitements médicamenteux, comme je vous disais, cette maladie, elle est liée à votre cycle hormonal. Donc, très souvent, on a recours à des contraceptions hormonales si vous n'avez pas de désir de grossesse, des pilules, des stérilets hormonaux. L'anneau vaginal aussi peut être intéressant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va systématiquement vous proposer. Aujourd'hui, je sais très bien que vous ne voulez plus prendre d'hormones, vous en avez marre de prendre des hormones. Vous savez que ce n'est pas un médicament qui va vous guérir de la maladie, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui doit se tester. En l'absence de facteurs de risque, bien sûr, on doit vous voir plusieurs fois pour vérifier que ça fonctionne et que vous tolérez bien. Donc moi, très souvent, je dis à mes patientes, essayez pendant 3 mois. Si ça fonctionne, continuez. Sinon, vous arrêterez. La chirurgie qui consiste à retirer toutes les lésions d'endométriose, on sait que ça améliore la qualité de vie des femmes. Et on sait que ça améliore aussi la fertilité naturelle. C'est pas pour ça qu'il faut opérer tout le monde. La chirurgie, ça fonctionne pas toujours, mais c'est vrai que c'est une arme thérapeutique très intéressante à condition de retirer toutes les lésions. Et puis, on va travailler en équipe. C'est vraiment une prise en charge qui doit être multidisciplinaire, d'où encore une fois la notion de centre, avec à notre disposition tous les spécialistes, des spécialistes chirurgiens, comme le docteur Garcia, que j'ai aperçu, là, chirurgien digestif. Donc, quand on fait une chirurgie digestive, on a besoin d'un chirurgien digestif. S'il n'y en a pas dans la clinique ou dans l'hôpital dans lequel on travaille, on est bien embêté. On va aussi travailler avec des sexologues. On va travailler aussi sur le régime avec des diététiciens. On va travailler avec des psychologues s'il y a des troubles psychologiques, des troubles de l'humeur, dépression. Ça va être très important. Bien sûr, le recours à la procréation médicalement assistée. Alors, pour les femmes qui ont un désir de grossesse, on va avoir tendance à les orienter vers la FIV. Mais les femmes qui n'ont pas de désir de grossesse, ou pas tout de suite, il faut poser la question de la congélation des ovocytes, de la préservation ovocitaire. Donc, vous voyez qu'il y a de nombreux spécialistes qui vont intervenir. Et puis, les thérapies complémentaires, certaines sont recommandées par des instances officielles. L'ostéopathie, l'acupuncture, le yoga, ça fait partie des tests officiels et des choses à tester pour aller mieux. On a parlé du TINS qui est de plus en plus utilisé pour traiter les douleurs. Et puis, il y a des femmes qui vont aller voir un sophrologue ou une sophrologue et ça va leur faire du bien. Donc, vraiment, il faut ouvrir un peu nos chakras, nous, les médecins assez classiques, pour pouvoir proposer aux femmes une aide parce que c'est pas dangereux, ces thérapies complémentaires, et ça peut faire du bien. Donc, on aurait tort de s'en passer, à condition que ça coûte pas trop cher. La chirurgie, je vous ai dit que ça a amélioré la qualité de vie et la fertilité spontanée, mais c'est une chirurgie qui est complexe et qui est risquée. Si on ne retire pas toutes les lésions d'endométriose, on n'est pas efficace pour vous soulager. Complexe et risqué, ça veut dire qu'il y a de véritables dangers à cette chirurgie, notamment quand il y a les atteintes digestives. Peut-être avez-vous entendu parler du risque de fistule. C'est une communication entre deux organes. Et vous comprenez bien que si le rectum communique avec le vagin, c'est très désagréable, on doit réopérer. On ne fait plus de stomie systématique. Vous posez toujours la question en consultation. Avant, on avait tendance à mettre des stomies assez facilement préventives, des anus artificiels. On ne le fait plus de manière systématique. On surveille bien les patientes après. Parfois, on a besoin d'en faire dans un deuxième temps, mais c'est exceptionnel. Et les récidives sont possibles. On n'aime pas opérer les patientes plusieurs fois. On essaye de tenir avec vous le plus longtemps possible. Quand il faut opérer, on opère, mais on essaye vraiment de ne pas opérer les femmes trop jeunes, parce qu'on sait que plus on les opère jeunes, plus il y a un risque de récidive, plus il y a un risque de réintervention, et qui dit réintervention, dit risque chirurgical. Les traitements hormonaux, ils améliorent la qualité de vie des femmes, ils bloquent l'évolution de la maladie, même s'ils ne vont pas vous guérir. En revanche, leur efficacité est très variable. Il y a beaucoup d'effets indésirables. On doit vraiment adapter à chaque patiente, individuellement. On m'entend plus. C'est trop long, François, ou quoi? C'est bientôt fini. Le traitement, il doit être sur mesure. Puisque chaque femme est différente, on doit faire un traitement adapté à chaque femme. On doit vous traiter en fonction de vos symptômes, en fonction des résultats des examens, bien évidemment, et de vos priorités. Il y a des femmes qui vont avoir comme priorité numéro 1
de gérer leur douleur lors des rapports parce qu'elles ont une qualité de vie sexuelle qui est très altérée. Il y a des femmes qui veulent absolument obtenir une grossesse. On va les prendre en charge différemment et peut-être plus insister sur le côté procréation médicalement assistée. Il y a des femmes qui ont des problèmes digestifs. On va chercher une endométriose digestive et éventuellement la traiter chirurgicalement parce que les lésions digestives peuvent aller jusqu'à l'occlusion. Donc, pour définir la stratégie thérapeutique de chacune, on passe les dossiers en RCP, des réunions de concertation pluridisciplinaire, où tous les spécialistes que j'ai cités sont présents pour vous proposer une prise en charge sur mesure, adaptée à vos problèmes. Et j'ai commencé par ça et je vais terminer aussi par ça. Ce qui compte pour nous, c'est d'être humble, de ne pas vous dire qu'on va forcément tout régler en un coup de bistouri ou avec une pilule, parce que ce n'est pas la réalité. On a beaucoup d'espoir dans le test salivaire, mais il ne va pas révolutionner le diagnostic et la prise en charge des femmes qui ont de l'endométriose ou des symptômes qui font penser à l'endométriose. Il aura une place dans la stratégie thérapeutique, ce sera une arme en plus. Il y a un médicament qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle le Rieco, qui est très intéressant, un antagoniste de la GnRH qui va bloquer le fonctionnement de l'hypothalamus et de l'hypophyse, c'est les glandes qui sont à la base du cerveau, pour bloquer toute la chaîne en dessous hormonale. Ce médicament, il va probablement être très intéressant, mais il ne réglera pas tous les cas d'endométriose, il ne va pas soulager toutes les femmes et il ne fera pas disparaître la maladie. Donc on doit absolument vous accompagner au quotidien et pendant des années, parce que ça peut commencer très tôt et se terminer à la ménopause, voire après, pour régler vos problématiques. Je vous remercie, j'ai parlé trop vite, merci beaucoup. On va passer un petit peu à la table ronde et je demande à toute l'équipe peut-être aussi de participer, de relancer. On a la chance d'avoir aussi une première patiente experte, Mme Dolny, qui est avec nous, qui est là, levez la main. Donc ça peut être faciliter le dialogue. Donc patiente experte, aujourd'hui, vous savez que c'est très important dans l'organisation des soins pour en fait élaborer ce que vous avez bien intégré, je pense, c'est que vraiment le projet thérapeutique, ça reste l'essentiel. Peut-être Florence Cotin, donc, qui est journaliste à la Provence, va un petit peu nous aider à casser la glace. C'est toujours plus facile. Toujours plus facile. Florence. Ouais. Je sais qu'il y a une... Ça avec celui-là. Alors oui, bonsoir. Moi, j'ai déjà une question. Vous avez parlé de l'endométriose, mais on a très peu parlé du parcours de soins et de l'errance diagnostique. Vous êtes un centre de référence ou d'excellence, je ne sais pas comment vous le qualifiez. C'est quoi qui fait la différence par rapport au reste, finalement, et pourquoi c'est quoi votre valeur ajoutée? François. Merci beaucoup pour la question. C'est le sujet que je voulais aborder. J'avais préparé 3 diapositives, mais je pense que je n'en ai pas besoin, sur la formation et l'information des personnes. Je pense que si on a un centre de référence, non seulement on a tous les experts qui ont été cités, non seulement on a tout ça, mais aussi on fait de la formation, mais aussi on fait de l'information. Et c'est ce qu'on fait, ce soir, mais c'est ce qu'on fait depuis 10 ans. J'ai ressorti la première soirée d'information qu'on a faite. C'était le 26 mars 2015. Donc le même jour, il y a 10 ans pile, on faisait la première soirée de formation avec les radiologues, les médecins de PMA, les chirurgiens de toutes les spécialités, les urologues, les chirurgiens digestifs, etc. Donc 10 ans après, jour pour jour, on se retrouve plus au même endroit, mais toujours pour faire de la formation et de l'information. Et cette information, elle ne s'arrête jamais. Elle est permanente. Moi, j'ai mis en place avec la CPTS Initiative Santé. Donc la CPTS, c'est le groupement de praticiens de santé sur le territoire. Et l'objectif, c'est de fédérer tout le monde et de faire parler du réseau pour que les premiers relais soient au courant de comment ça fonctionne et puissent nous adresser des patients. Et donc c'est ça, on a mis en place avec les pharmaciens du réseau, de la région, avec les infirmières scolaires, un questionnaire de 5 questions qui vont très vite pour que les patients puissent être très rapidement réadressés à des praticiens de premier recours. Que cette errance diagnostique dont on parlait depuis tout à l'heure puisse être raccourcie au plus court possible. Histoire que Nathalie elle se retrouve au chômage dans quelques années. Mais 10 ans après, on a beau le faire et le refaire, ça suffit toujours pas.
Et je pense que des soirées comme ça, c'est de l'information pour vous, mais vous allez être aussi nos premiers relais. Et une fois que vous serez au courant, que vous connaissez la maladie, après de très beaux topos d'Olivier qui nous rappelle les principaux symptômes, bah, vous allez pouvoir rentrer chez vous et parler avec vos frères et sœurs, vos amis, votre famille, et diffuser ce message que les règles douloureuses, c'est pas normal, que les douleurs pendant les rapports, c'est pas normal, que les douleurs pelviennes, c'est pas normal, que si on a une douleur pendant les règles dans l'épaule droite, comme disait Olivier tout à l'heure, ben c'est pas normal, il faut peut-être consulter et aller voir. C'est pas toujours une endométriose, mais en tout cas, on doit aller chercher de l'information. Et donc nous, on a mis en place ça, et on a des médecins de premier recours qui ne sont pas des experts et qui font pas de la chirurgie robotique avec des chirurgiens digestifs, etc., mais qui savent prescrire une échographie à bon escient, prescrire une IRM à bon escient, penser à l'endométriose, mettre en place les premiers traitements et réadresser dès qu'ils sont dépassés. Alors j'ai une deuxième question. Quand on a cette douleur qui n'est pas normale, comment on fait pour pousser la porte de chez vous? On vient, on a un rendez-vous tout de suite, parce que c'est ça en fait. La problématique, c'est le temps d'attente. Je sais qu'elle est un peu... Mais voilà, c'est cette douleur qui n'est pas normale, on fait comment? Comment on fait? Personne ne veut parler. Et ben on en parle, si on est suivi par une sage-femme, on va en parler à sa sage-femme, on va en parler à son médecin traitant également. On a beaucoup de correspondants qui peuvent nous contacter directement. Ou les patients peuvent prendre rendez-vous. C'est vrai que les délais sont souvent un peu longs. Je suis désolée. C'est vrai que c'est une vraie question, c'est la question de... Oui, Pascal Ancianon, donc chirurgien gynécologue à l'HPP, j'ai très investi dans l'endométriose. Je suis aussi secrétaire d'Endopaca Sud, qui est l'association qui est en accord avec l'ARS met en place le parcours endométriose en PACA. Et c'est toute la problématique, c'est-à-dire qu'il y a des grandes annonces qui ont été faites. Heureusement, pour une fois, les politiciens ont joint aussi l'action à la parole, c'est-à-dire qu'il y a des fonds qui ont été débloqués. Et dans l'accès aux soins, ce qui est très important, il y a déjà ce que François a fait, c'est-à-dire le lien avec les CPTS, c'est d'avoir différents niveaux. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et le niveau 1 qui est le premier niveau. Quand j'ai une douleur qui est anormale, je vais voir qui. Aujourd'hui, au travers d'Endopaca Sud, on essaye d'avoir une filière qui va réunir tous les acteurs. C'est-à-dire qu'on a un collège de radiologues, de chirurgiens gynéco, de chirurgiens digestifs. Et le but, c'est qu'on arrive à organiser ce premier niveau sur l'ensemble du territoire pour qu'une patiente qui a une douleur puisse avoir un accès rapide à un médecin qui ensuite va pouvoir référer à la patiente, va se dire, ben, tiens, j'ai une probabilité forte d'avoir une endométriose, il me faut un examen complémentaire, je veux avoir, on a parlé tout à l'heure, j'ai entendu la qualité de l'imagerie qui est importante, donc avoir une IRM de qualité, donc c'est pouvoir identifier, avoir un réseau, un annuaire, des professionnels investis et qui vont pouvoir mener, on va dire, la bataille rapidement. Vous parliez du médecin en première ligne, le médecin généraliste ou de la sage-femme. Parfois, c'est un petit peu le problème et ça a souvent été dénoncé. On a tendance à pas croire cette douleur qui fait mal et qui est normale. C'est quoi le discours qu'une femme doit avoir pour vraiment être écoutée? Alors ça c'est un autre problème, c'est la formation et l'information des praticiens de santé de première ligne. Donc la première ligne, c'est les médecins généralistes, c'est les gynécologues de ville qui font encore du suivi gynécologique dans leur cabinet. Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore quelques-uns. Et les sages-femmes qui sont en première ligne. Donc ça, c'est aussi notre boulot, non seulement de parler au grand public, mais aussi de parler aux professionnels pour les sensibiliser à ça. Et ça prend un petit peu du temps. Quand une femme se retrouve dans un cabinet de consultation face à un mur, que ce soit un médecin, une sage-femme ou un gynéco médical, elle n'a pas d'autre choix que d'insister, d'insister ou de changer. Alors à chaque fois qu'on dit ça, on va dire oui, c'est déjà compliqué de trouver un médecin traitant ou quelqu'un pour faire notre suivi gynécologique, donc changer, ça devient encore plus complexe. C'est une réalité, mais c'est à mon avis la bonne démarche. Mais c'est vrai que si vous voulez accéder à des centres experts comme HPP, mais il y en a pas d'autres, hein, les filières dont parlait Pascal tout à l'heure, il y en a en Bretagne, ça s'appelle Endobraise, ici c'est Endo Sud PACA, il y a Andorra en Auvergne-Rhône-Alpes.
Donc ça se met en place dans toutes les régions. L'objectif, c'est vraiment ça, c'est les praticiens de première ligne qui vont être votre relais vers nous pour pouvoir accéder à des rendez-vous avec les spécialistes de l'endométriose qui vont vous proposer une prise en charge sur mesure en passant par l'intermédiaire de ces réunions de concertation pluridisciplinaire. Mais c'est un petit peu ce parcours qui est pas facile, qu'il faut suivre parce que seul, et en plus, si une femme va toute seule voir quelqu'un qui est peut-être bon en endométriose, mais peut-être pas bon non plus en endométriose, elle va perdre du temps. Elle va perdre du temps et puis elle n'aura pas des traitements qui sont adaptés. Donc il n'y a pas que la question de la difficulté d'accès, il y a aussi qui je vais voir. Alors, comment et je pense que ça vaut le coup de... Qui est bon et qui n'est pas bon en endométriose. Je pense que même si on est pressé, ça vaut le coup de prendre son temps et d'être orienté vers des centres experts comme ici. Est-ce qu'on a parlé déjà, Jean-Philippe, du Figital et de Luna? On en parlait un petit peu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est pas mal avec l'application Luna, c'est la possibilité, au final, avec quelques questions simples, de pouvoir classer la patiente sur différents niveaux de risque et pouvoir ensuite l'orienter. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une problématique de couverture du territoire, donc on essaye d'y répondre avec les réseaux et les filières. Il y a aussi ce qui va être un des prochains enjeux, c'est l'intelligence artificielle et la possibilité pas de faire complètement un diagnostic, mais surtout de diviser les patients en différents niveaux de risque et ensuite de les orienter avec des professionnels. Je pense que c'est pas mal de parler de ce que fait Luna. En fait, ce qu'il faut, ce que je pense qu'on manque aujourd'hui, et pour remonter un petit peu la rivière, c'est d'avoir un canal de confiance, effectivement, à partir du moment où on parle des symptômes, et de savoir que... mais de toute façon, bon, on s'intéresse à l'endométriose ce soir, mais c'est le problème de la médecine en général. Hein. C'est-à-dire, de toute pathologie chronique, il ne faut pas croire qu'on a décidé, que c'est écrit que l'endométriose, on avait décidé de ne pas la traiter ou de faire comme ça. La seule problématique de l'endométriose, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas encore mûr sur la santé de la femme. Hein. Vous savez que, en fait, il y a un langage de symptômes des femmes et un langage de symptômes des hommes. On va sortir du sujet, on va aller vers la cardiologie ou la neurologie. En fait, les femmes ont 40% de plus de mortalité en faisant un infarctus que les hommes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les symptômes sont différents. Hein. C'est plus une angoisse qu'une vraie douleur thoracique dans le bras. Et les AVC, c'est la même chose. En fait, dans la médecine, dans la faculté de médecine, on apprend la médecine pour les hommes, avec les symptômes pour les hommes. Et la majorité des traitements, y compris les antihypertenseurs, les antiépileptiques, etc., sont testés sur des hommes parce qu'en général, comme les laboratoires ont toujours peur que les femmes soient enceintes pendant le test, en fait, c'est dirigé. Donc, c'est la raison pour laquelle le dosage, les effets secondaires, etc., peuvent être complètement différents parce que les cellules des hommes et des femmes ne sont pas les mêmes puisque le cardiotype n'est pas le même. Donc, déjà, ça, il faut intégrer cette santé de la femme, cette culture. Et deuxièmement, effectivement, c'est le canal de confiance. Alors, effectivement, le digital, en fait, essaye d'amener vers déjà l'appropriation de la patiente sur une machine qui donne un résultat un peu brutal, un pourcentage, mais au moins qui ne juge pas. Ça, c'est déjà le premier avantage. Et ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'adresser ces patientes au moins pour une téléconsultation en premier avis avec des professionnels de santé aujourd'hui qui sont plutôt des sages-femmes aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les sages-femmes sont plus nombreuses que les médecins. Et ensuite, parce que les sages-femmes, même si les études n'ont pas mis au programme l'endométriose, il y a une vraie culture de la santé de la femme. Et ça, c'est hyper important. D'autant plus qu'ici, vous l'avez trouvé, on a un panel important de professionnels de santé qui permet aujourd'hui d'avoir des discussions, des staffs, etc. Même si ça prend du temps, mais après, on discute. Donc, effectivement, le fil digital et l'intelligence artificielle, et je pense que Florence va nous poser une autre question sur ce sujet-là. Mais avant tout, on parle beaucoup et on n'a pas beaucoup de questions et ça m'étonne quand même. Ah, alors malheureusement, le micro n'arrive pas jusqu'à vous, alors vous me dites. Je vais passer la parole au Dr Marpeau pour ce topo-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes qui sont importants, mais qu'on repousse. Donc au départ, c'était le diagnostic. Aujourd'hui, je crois que petit à petit, on arrive à casser le système. Maintenant, la grande question, c'est le après. Hein, et ça, c'est important. Et aussi la grande question de l'éducation thérapeutique, raison pour laquelle les patientes expertes aujourd'hui sont importantes. Et nous, notre projet ici, c'est de faire effectivement des séances d'éducation thérapeutique pour expliquer effectivement et aller un petit peu plus loin. C'est d'avoir la possibilité aux patients de se rencontrer entre elles, c'est-à-dire les patients qui ont eu une chirurgie ou qui ont eu tel traitement. Bon, ça se fait beaucoup sur les réseaux.
ça marche très bien. On a un projet dans le métaverse, mais aussi en vrai, c'est pas mal de pouvoir discuter. Donc cette question du après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, c'est toute la problématique de l'endométriose pour les patientes, mais aussi pour nous. Moi, souvent, on compare l'endométriose à des maladies cancérologiques. Et finalement, prendre en charge un cancer du sein, c'est plus simple que de prendre en charge une endométriose. C'est plus simple parce qu'on fait une biopsie, on a la carte d'identité de la tumeur, on a sa taille exacte à la mammographie, on appuie sur un bouton, ça nous sort le plan. Et c'est pareil pour tout le monde. Et pour n'importe quel chirurgien gynécologique qui fait du cancer du sein, vous aurez tous, ils vous donneront la même réponse. Et pour l'endométriose, malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il y a quand même des recommandations, mais ces recommandations, elles datent de 2016-2017. On attend les nouvelles qui nous disent un petit peu, qui nous guident. Par exemple, une femme qui a des douleurs, il n'y a pas d'indication chirurgicale, qui n'a pas de désir de grossesse, on va penser à un traitement hormonal. Le traitement hormonal, on sait qu'on doit commencer par une contraception œstroprogestative, soit sous la forme de pilule, soit sous la forme d'un anneau vaginal. Si ça fonctionne pas, on va réfléchir avec elle éventuellement à la mise en place d'un stérilet hormonal, à une pilule micro-progestative. Et si ça fonctionne pas, on va passer au Dienogest, c'est le Sawis ou l'Andovela, qui sont des traitements de seconde ou de troisième intention. Et si ça fonctionne pas, demain, on passera probablement au Rieco, qui est le nouveau médicament qui est à votre disposition. Donc il y a quand même quelques guides pour nous guider vers le bon traitement, mais encore une fois, on va toujours à chaque fois se repositionner dans ce que veut la femme. Est-ce qu'elle veut un bébé? Est-ce qu'elle veut avoir moins mal? Est-ce qu'elle veut avoir moins mal lors des rapports? Est-ce qu'elle veut qu'on améliore son problème digestif? Et on va à chaque fois réfléchir. Et c'est les discussions qu'on a dans nos réunions à chaque fois tous ensemble, avec les spécialistes de la fertilité notamment. Est-ce qu'on va plutôt partir vers une fécondation in vitro ou est-ce qu'il vaut mieux opérer ailleurs pour augmenter les chances de fertilité naturelle si, par exemple, tout le reste du bilan de fertilité est complètement normal, y compris chez monsieur, parce que quand le sperme est complètement naze, ben, il faut mieux passer directement par la PMA que d'opérer, ça n'améliorera pas la fertilité naturelle. Donc, vraiment, à chaque fois, c'est du sur-mesure. Mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne sait pas tout, que les choses ne sont pas extrêmement bien codifiées pour le moment, et que nous, on doit à chaque fois faire face à ces difficultés pour essayer de vous proposer le traitement le plus adapté. Alors, vous aurez des sons de cloche différents. Je pense que multiplier les avis, c'est pas une bonne chose, parce que plus vous allez multiplier les avis, plus on va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, et c'est pas forcément génial en termes de prise en charge, et vous perdez du temps. Donc, il faut essayer de trouver les bons interlocuteurs avec qui vous vous sentez à l'aise et qui travaillent pas tout seuls. Ça, c'est vraiment essentiel de vous adresser à une équipe. Moi, je voudrais revenir sur le diagnostic. Vous avez parlé de Luna. Alors, je vais parler de Luna, puisque vous en avez parlé, donc je vais poser ma question. C'est une appli qu'on peut télécharger, on répond au questionnaire. Le questionnaire nous renvoie un message pour savoir si on a de l'endométriose ou pas. Une fois qu'on a ce message, on fait quoi s'il est positif? Il y a une prise en charge ou comme, pour reprendre les propos du docteur Marpeau, dans le cancer du sein, il y a un parcours de prise en charge, une coordonnée, si je puis dire, sur les différents actes de prise en charge de la maladie. Est-ce que sur l'endométriose, il y a ça aussi et vous proposez ça? Alors, le test qu'on est en train de faire, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est d'avoir une suite où, en fait, sur la plateforme, on atterrit directement sur Doctolib en général et on peut avoir un rendez-vous en physique. Une fois qu'on a le rendez-vous, ça se passe comment la suite derrière? Ensuite, il y a une demande d'échographie, pas d'IRM. Les échographies sont très pertinentes aujourd'hui. Et ensuite, la mise en place, donc retour chez le professionnel de santé. On a beaucoup d'appels de toute la France. En fait, on fait surtout ça. En fait, on fait surtout beaucoup de téléconsultations. Et en fait, petit à petit, on a construit une cartographie. On envoie faire des échos et vers un professionnel de santé, puisque maintenant, Endo Sud, c'est pour la région sud. Mais vous avez Andorra pour le Lyon. Vous avez l'Aquitaine, je me souviens plus comment ça s'appelle. En fait, toutes les régions, quasiment toutes les régions, ont un site internet, etc. Et donc là, on commence à trouver des professionnels de santé qui sont identifiés. Et je pense aussi que peut-être que ce soir, il y a beaucoup de patients qui ont déjà le diagnostic. Donc on peut peut-être essayer de voir ensuite, au point de vue du après, c'est l'éducation thérapeutique et de toute la symptomatologie. Et finalement, la question qu'on se pose beaucoup aussi, c'est la réhabilitation. Parce que quand les femmes ont mal depuis très longtemps, imaginons la sexo par exemple,
mais quand on a mal direct pendant ses règles, qu'on est absent de l'école et qu'on fait sa vie petit à petit, que les rapports en français, 16, 17 ans à peu près, et qu'on construit sa vie, son éducation sexuelle sur la douleur, ben ça devient compliqué. Et pareil pour la fac, pareil pour les relations intimes, pour les relations sociales, etc. Et quelque part, notre mission, pas forcément la mission d'un chirurgien, mais dont il doit prendre vraiment pleinement la puissance, c'est le phénomène de réhabilitation et de repartir derrière pour essayer de rattraper des fois un petit peu le temps perdu. Et voilà, ben parfait. C'est à vous. Avancez un petit peu. Asseyez-vous là. Oui, oui, allez-y. Je vais vous auto-présenter. Bonjour. Je m'appelle Valérie, je suis patiente experte et je suis atteinte d'endométriose depuis une bonne dizaine d'années. Je voudrais revenir sur l'importance des ateliers thérapeutiques. Pourquoi? Parce que comme vous le disiez et comme tout le monde le dit, l'après, on ne sait pas encore comment ce qui va se passer. Par contre, ce qui compte aujourd'hui, c'est le maintenant, c'est ce qui se passe aujourd'hui pour essayer d'améliorer le quotidien des femmes. Un atelier thérapeutique, c'est quoi? C'est des ateliers qui vont être mis en place dans des hôpitaux, des cliniques, des maisons de santé en ville, en destination des femmes qui sont malades. Et comment ça se passe? C'est des ateliers avec des thèmes différents qui vont aborder la pathologie, le corps, les traitements, la sexologie, le pilates, le yoga. Tous les thèmes vont être abordés de manière à en rendre la femme autonome dans sa maladie et dans ses traitements. Et c'est quelque chose qui fait énormément bien en général et à toutes les femmes, et par connaissance de cause, c'est que d'abord vous allez rencontrer d'autres femmes qui sont comme vous, qui ont parfois les mêmes symptômes ou des symptômes différents. Ça fait du bien au moral, on se sent beaucoup moins seul. On se sent moins seul, voilà, et ça nous permet d'aller de l'avant avec d'autres femmes, on voit en dehors, et surtout on se sent accompagné, que ce soit avec tous les gens qu'on va rencontrer au sein de ces ateliers, que ce soit sexologue, médecin, gynécologue, embryologue, la donc ça vraiment, je voulais insister là-dessus, c'est très important. De s'en sortir mieux et de devenir actrice de sa maladie. On se sent moins perdu et surtout on prend le pouvoir sur sa maladie et sur son corps. Je voulais savoir, dans vos ateliers aussi, si de temps en temps vous avez des ateliers, vous incluez aussi les hommes dedans. Parce que parfois c'est compliqué pour eux aussi, pour comme tout ça, les papas, tout ça à la maison, c'est un peu compliqué. Alors ça arrive quelquefois, je ne sais pas si ça sera le cas au sein du HPP, mais en tout cas c'est une bonne chose. Effectivement, c'est bien qu'il y ait des ateliers avec les femmes, pour que la parole se libère entre les femmes, et si le conjoint, le partenaire est là, ça sera différent. Et il faut aussi qu'il y ait des ateliers avec la présence de manière à eux aussi les éduquer sur la maladie. Et souvent, les hommes sont perdus en règle générale, ils ne comprennent pas ce qui se passe avec leur femme, pourquoi, comment, ils sont perdus. Ils aimeraient pouvoir soulager leur femme, leur compagne, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas les deux. Les papas aussi. Exactement, les papas aussi. Donc oui, ça existe, et oui, je pense qu'il y en aura plus dans le futur. J'espère que c'est une très bonne chose. Je pense qu'il faut élargir, c'est les conjoints bien sûr, les papas, c'est tous les aidants en fait. Les aidants, c'est pas forcément le conjoint, c'est le conjoint évidemment qui est en première ligne systématiquement dans l'endométriose, mais c'est pas que ça, c'est le papa, le frère, la sœur, la meilleure amie, les enfants parfois aussi, on voit des patientes arriver avec leurs enfants, et il faut accompagner dans ce sens-là. Et je pense qu'une des choses importantes quand vous avez la possibilité pour venir en consultation, c'est de venir accompagner par qui vous voulez, la personne qui sera la plus proche pour vous et la plus à même d'écouter. Effectivement, le plus souvent, c'est le conjoint, mais c'est pas forcément ça. Et après, dans les ateliers d'éducation thérapeutique, etc., bien sûr, il va falloir prévoir des moments avec ces personnes aidantes. Alors oui, ça c'est le grand problème. Alors il y a l'existant déjà. L'existant,
c'est grâce à vous les patientes, notamment grâce à l'association des patientes, et notamment Endo-France, avec vous avez une de ses représentants de PACA, Mme Mélanie Bouvet, vous pouvez discuter tout à l'heure en sortie, qui aussi donne aussi beaucoup d'adressage, de centres, qui est une très très bonne structure, un relais pour ça. Ensuite, aujourd'hui, clairement, il faut savoir d'où on part. On part d'une santé en France qui est très très verticale. C'est une des meilleures du monde, je persiste à le dire. Comme mes collègues, je voyage beaucoup, pas mal, et je m'aperçois qu'on a beau critiquer, mais en fait, on a une des meilleures santé au monde, ça c'est clair. Et le travail pour péter le plafond de verre, c'est la médecine transversale. C'est ce qu'on appelle le pluridisciplinaire. Alors aujourd'hui, on a tous écourté nos journées pour préparer cette réunion d'abord et puis pour être avec vous. Mais quand on arrête nos journées à 19h, 19h30, 20h, faire un staff, les staffs, ça commence à 19h, ça finit des fois à 22h. Et c'est l'essentiel, c'est-à-dire qu'en fait, là aujourd'hui, on est en mode dégradé. C'est-à-dire que avant d'opérer une patiente, s'il faut l'opérer ou pas, on se réunit entre nous, on valide, on est sûr, etc. Et puis petit à petit, on va remonter, je vous disais tout à l'heure, comme le saumon, on remonte à la source pour, au final, arriver à permettre à n'importe qui d'avoir la bonne éducation thérapeutique, d'avoir le meilleur traitement possible, d'être dans le meilleur des mondes. Mais aujourd'hui, ceux qui s'occupent de ça sont aussi les praticiens qui sont le plus utilisés en gynécologie obstétrique, quoi, quelque part. Et il y a quand même aussi des centres qui se forment, et puis aussi il y a des démissions de médecins, parce qu'au bout d'un moment, il y a une charge de travail, une charge mentale pour répondre et pour avoir de l'empathie de façon systématique qui est assez lourde. Hein, et qui, effectivement, je suis d'accord avec toi, Olivier, maintenant je fais plus d'oncologie, j'en faisais beaucoup auparavant. Finalement, la consultation, elle était claire et nette et précise. Maintenant, il y a même des applications digitales sur le système. On rentre ce qu'on veut et puis on a la réponse. Et après, il faut faire en fonction de l'âge de la patiente, de ses antécédents. Mais ça, c'est vraiment... l'endométriose, c'est un autre travail. Donc là, aujourd'hui, il y a une décision politique de stratégie nationale. Le côté exécution, c'est un peu plus délicat puisque l'État a donné 5 millions d'euros pour la recherche sur 3 ou 4 ans. Donc, vous voyez, c'est pas énorme. Quand on sait que la plus grosse start-up sur le cancer du sein a levé 300 millions d'euros en un tour, vous voyez que, du coup, il y a un déséquilibre qui est très important. Et aujourd'hui, effectivement, avec Endo-France, vous, les patientes, il faut militer pour que tout ça se passe au fur et à mesure. Et le petit signal, c'est aussi de pas mettre trop la pression sur la structure existante, naissante, etc., parce qu'on le construit quelque part avec vous, c'est le but de ce type de réunion, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est fait en plus de tout le travail, et que finalement, même si les ARS y travaillent, ils passent pas tout leur temps sur l'endométriose, ça c'est sûr. Pour revenir spécifiquement sur l'éducation thérapeutique, je pense que rien ne va remplacer le présentiel, mais il y a tout un parcours d'éducation thérapeutique digitale qui a été mis en place en Bordeaux, puisque c'est une région assez éclatée. Et le but, là, on essaye de se l'approprier en PACA pour pouvoir le distribuer et que les patients qui ne peuvent pas se déplacer et qui sont en isolement, alors, je pense que ça ne va pas remplacer complètement le présentiel, mais au moins c'est déjà un début et permettre de rentrer, de mettre un pied à l'étrier dans l'éducation thérapeutique. Et je pense que le digital va aussi beaucoup nous aider là-dessus. Florence. Moi, j'avais une question, ça a été vite abordé avec la question, madame, des maris, des papas. La sexualité, ça a été très peu abordé, pourtant c'est quand même au centre de la relation et de cette maladie. Est-ce que vous en parlez, vous? Est-ce que les patientes en parlent plus facilement? Ou est-ce que... C'est quoi le tableau? Bon, c'est un tableau complexe comme dans tout le reste de l'endométriose, vous avez compris. La sexualité, bien sûr, elle est impactée à cause des douleurs, à cause des troubles du sommeil, à cause de la dépression, à cause des troubles digestifs, à cause du ballonnement abdominal. Évidemment, c'est très compliqué pour les femmes de vivre une sexualité épanouie. Et c'est quelque chose qu'on doit aborder en consultation parce que c'est pas abordé automatiquement. Il y a plein de choses qui sont pas abordées automatiquement en consultation gynécologique. Si on ne demande pas à une femme si elle a des fuites urinaires, elle va jamais nous en parler. Si on ne demande pas à une femme si elle a des douleurs lors des rapports, elle va pas forcément le dire. Et surtout, mais ça c'est valable aussi pour tous les symptômes,
c'est qu'à force d'avoir ces symptômes qui sont les symptômes chroniques, les femmes, les malades, les minimisent. C'est-à-dire qu'elles en ont marre d'en parler, elles en ont marre parfois de pas être écoutées, et puis elles se disent voilà, c'est comme ça sert à rien d'en parler, et puis il y a une accoutumance un peu à la douleur, et elles sont dans une espèce de tunnel qui fait que c'est pareil pour la sexualité, c'est-à-dire que il peut y avoir un décrochage, un refus, un rejet de la sexualité qui bien sûr pèse sur la femme et sur son ou ses partenaires. Donc c'est quelque chose qu'on doit aborder, on doit poser la question systématiquement en consultation, on le fait tous ici, pour pouvoir derrière proposer des solutions qui peuvent être des solutions pour les dyspareunies, les douleurs lors des rapports ou les vulvodynies, des solutions vraiment très spécifiques avec des rééducations très particulières qui là aussi doivent pas être faites par n'importe qui. Donc c'est à nous de guider, d'orienter vers les bons traitements et pour la prise en charge aussi de ce volet-là. Quand vous parlez de rééducation, ouais. C'est quoi? Alors, ça dépend un petit peu des problèmes rencontrés par la femme. Si c'est une sécheresse vaginale à cause des traitements hormonaux qu'elle reçoit, ce sera pas le même traitement que si c'est une hypertonie des muscles à l'entrée du vagin, un réflexe. Ça s'appelle aussi parfois le vaginisme. C'est-à-dire c'est une contraction réflexe des muscles à l'entrée du vagin qui empêche toute pénétration, même pas un doigt, même pas un tampon. Donc là, on doit travailler au niveau psychologique. Les sexothérapeutes sont très importantes pour cette prise en charge, mais aussi au niveau local, pour que la femme se réapproprie cette zone, n'en ait plus peur d'avoir mal, et on progresse étape par étape. C'est très long. Mais il y a des résultats. Mais il y a des résultats. Il y a un point sur lequel je dois revenir, c'est que dans l'endométriose, selon les études, 25 à 30, un tiers des patients qui ont eu des problématiques de violence, de viol, et donc c'est quelque chose aussi qui va impacter énormément la sexualité. Il faut qu'on soit capable de dépister et aussi de proposer des solutions. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des sexologues. Mais quand vous parlez de viol, c'est avant le diagnostic? Oui, avant le diagnostic. Ce qui n'a aucun lien entre... Alors, on sait, alors ce qui a été montré, c'est qu'au niveau de la douleur, quand on parlait des patients chez lesquels les IRM sont négatives, sur lesquels il n'y a pas de lésion et qu'on voit qu'il y a une symptomatologie douloureuse qui va être extrêmement importante avec une hypersensibilisation très forte, ces patientes ont un vécu douloureux et traumatique qu'il va falloir rechercher. Je ne dirais pas que les violences sexuelles. En général. Globalement, oui, bien sûr. J'ai dit parler de violence. Oui, même la première fois qui se passe mal, etc. Mais donc du coup, dans le cadre multidisciplinaire, effectivement, le traitement médical peut donner de bons résultats. Le syndrome myofascial, c'est quelque chose d'hypersensibilité périphérique qu'il faut rechercher. C'est un réflexe au niveau du périnée qui entraîne des douleurs à la pénétration, en plus de la douleur profonde, etc. Mais déjà, si ça se commence là, les traitements chirurgicaux, dans certains cas, donnent d'excellents résultats, et ils donnent d'autant plus de bons résultats lorsqu'on a la chance d'avoir une sexologue, et c'est ce qu'on a aujourd'hui depuis quelques mois, venue des montagnes. Je vous présente Béatrice Bombray, qui a 2 casquettes, sage-femme et sexologue, ou sexologue et sage-femme. Et ça, c'est hyper important, parce que, comme je le disais, c'est aussi une question de culture de la santé de la femme. Donc, comment on s'y prend? L'éventail. Bonsoir. Béatrice Bombray, sage-femme sexologue ou sexologue sage-femme, au choix. Donc, effectivement, la prise en charge en sexologie, eh bien, c'est tout d'abord l'écoute de la patiente, du partenaire ou de la partenaire, et c'est un triptyque en fait. On prend en charge la patiente, la partenaire et le couple. C'est très important. Et puis on évolue en fonction du symptôme, de la plainte et surtout de la demande, bien évidemment. Alors l'endométriose, comme ça a été dit tout au long de la soirée, effectivement, ça impacte directement, parfois ou bien souvent la sexualité, et les symptômes peuvent être le vaginisme, les dyspareunies superficielles profondes, le trouble du désir. Ça va impacter en fait tout le cycle de la réponse sexuelle, le cours de la réponse sexuelle. Et puis ça va impacter aussi de façon indirecte la patiente, le partenaire, le couple, puisqu'il va y avoir des troubles de l'estime de soi, une diminution de la féminité, un repli sur soi, de l'évitement, et puis il y a la douleur qui est omniprésente et qui fait qu'en fait, bien souvent, cette douleur, eh bien, on finit par dire tout le temps, ben, je suis fatiguée. Et c'est la phrase, c'est le leitmotiv, le soir où on se couche parce qu'on est fatigué, et en fait on oublie tout simplement de dire je t'aime mais je suis fatiguée.
Et déjà, rien que ça, c'est un travail énorme en sexologie de pouvoir replacer tous ces éléments dans le couple, parce que bien souvent, j'ai des couples qui s'entendent très très bien, et on oublie, hein, c'est comme une routine, on oublie de dire l'essentiel, je t'aime. Alors, le travail en sexologie se prend en charge de différentes façons, effectivement, comme vous l'avez décrit. Ça peut être informer, éduquer, rassurer. Il y a des solutions. Ensuite, c'est des sexothérapies. C'est aussi une prise en charge multimodale, intégrative. Parfois, je travaille avec des psychologues, j'appelle des électrochocs, j'appelle ma sophrologue. C'est un échange permanent, transdisciplinaire, ça c'est très important. Ensuite, par rapport à la prise en charge, eh bien, effectivement, des douleurs périnéales, déjà j'ai la chance d'être sage-femme, donc je peux travailler sans sage-femme, et donc prendre en charge, comme vous l'avez bien écrit, tout ce qui est vaginisme, les vulvodynies, les dyspareunies. C'est un travail qui se fait avec différentes prises en charge et qui sont toujours personnalisées par rapport à la patiente. Moi j'ai une question très bête, est-ce que c'est remboursé, vos séances avec vous? Alors, les consultations en sexologie, pour certaines mutuelles, prennent en charge les consultations et tout le corps sage-femme est entièrement pris en charge. D'accord. Merci. Et est-ce qu'il y a des résultats? Oui. En prise en charge, hein, non. Oui, oui. Non, ça... non, mais des résultats. Je voulais. Il y a des gens qui peuvent être complètement fermés à ce genre de. Fermés. Non, parce que. Dans la plupart de mes consultations, en fait... Est-ce qu'on écoute vos conseils? En fait, voilà, c'est la question que je phrase clé, c'est envie d'avoir envie à nouveau. Donc, bien sûr que les gens ont envie d'avoir envie, c'est carpe diem, c'est profiter de la vie, ne plus être plombé par cette douleur qui est tout le temps là. Oui, bien sûr que les couples, les femmes ont envie de changer, d'être à nouveau dans quelque chose d'épanouissant. Donc, oui. Bien sûr, c'est hyper important pour l'épanouissement, mais on parlait aussi tout à l'heure d'infertilité, et je pense qu'on a tous dans nos patientes des patientes qui ont une infertilité parce que les rapports sont trop douloureux et qu'elles n'ont plus de rapports. Et que du coup, si on commence juste par ça et que les rapports redeviennent possibles, la fertilité redevient existante, ne serait-ce que en reprenant les rapports. Et ça, je pense que votre travail là-dessus, il est hyper important et il permet de redonner de la fertilité aux patients juste comme ça. Oui, et ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est un travail, c'est un peu le travail en sexologie, c'est comme une poupée russe, hein. On travaille au cœur de l'intime, au cœur des émotions. Donc c'est la patiente, le couple qui sont experts et qui avancent à leur rythme. Ça, c'est très important. Il n'y a pas une sexualité, du moment que la sexualité, elle est avec le consentement, le discernement, le respect. Et donc, chacune avance à son rythme et c'est à nous de nous mettre à votre rythme. Mais dans un but commun, c'est d'aller tous vers quelque chose qui vous procure de l'épanouissement et du bonheur. Merci Béatrice. Et pour compléter, pour terminer la présentation de l'équipe, on a que la nouvelle, la dernière arrivée, Élodie Naudin, qui va nous présenter comment redevenir positif, justement. La relation à la sexualité est énorme sur la sophrologie. Bonsoir à tous. Alors, donc, je suis sophrologue, j'ai intégré l'équipe à partir du 9 avril. Donc, je suis spécialisée dans l'endométriose parce que je suis moi-même atteinte d'endométriose et d'adénomiose depuis 16 ans maintenant. Et donc, j'accompagne les femmes à mieux vivre l'endométriose sur différents thèmes, notamment dans la gestion de la douleur, puisqu'on propose des outils en sophrologie pour apprendre à gérer les douleurs seules à la maison. Des exercices de respiration, des exercices de visualisation et plein d'autres outils comme ça méditatifs que l'on enregistre en séance et qu'on repratique après à la maison. Ça fonctionne de manière concrète, c'est-à-dire qu'en fait, quand on pratique la sophrologie, on produit pas mal d'endorphines, qui est une hormone qui inhibe le cortisol et l'adrénaline, qui sont les hormones éveillées par la douleur. Et donc, naturellement, quand on va pratiquer de la sophro, l'intensité de la douleur va redescendre. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter complètement, mais en tout cas, le ressenti va être moindre. À ce moment-là, on va avoir l'impression de gérer. En tout cas, on va gérer. C'est pas une impression. Et donc, ça va être beaucoup plus supportable au niveau émotionnel. Donc, déjà, on intervient de ce côté-là. Ensuite, on intervient aussi dans la gestion des émotions. Et ça, c'est la plus grosse partie.
parce que quand on a une maladie chronique, de la fatigue chronique, comme on en parlait tout à l'heure, des symptômes au quotidien, possiblement de l'infertilité, eh bien, à ce moment-là, émotionnellement, ça peut être très compliqué, les dépressions, l'anxiété chronique. Et la sophrologie va permettre, en fait, déjà de gérer les émotions, de mieux les accueillir, et d'autre part aussi de changer un peu notre perception de la maladie. C'est-à-dire que si elle prend beaucoup de place et qu'elle est sur le devant de la scène, dans notre quotidien, on y pense énormément, on vit à travers l'endométriose, eh bien on arrive à un peu la mettre de côté et à focaliser sur toutes les choses qui vont dans notre vie. En fait, ça vient changer et moduler la perception des choses. Alors ça, c'est une pratique suivie, c'est-à-dire que c'est pas en une séance qu'on va changer ça, c'est vraiment un changement sur la durée, un reconditionnement même au niveau cérébral, et donc on va changer notre perception. Ensuite, il y a cette idée d'accepter aussi l'endométriose, d'accepter de vivre avec la maladie. Ça, c'est un vrai sujet, parce que au-delà du diagnostic, qui peut-être pour la plupart d'entre vous a été un soulagement parce que ça y est, on pose un nom sur la maladie. Ça peut être aussi extrêmement anxiogène. Après ça, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour l'accepter ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre avec ? Eh bien, c'est là que la sophrologie rentre en scène et c'est là qu'on peut effectivement travailler. On travaille aussi au niveau de la PMA, de l'accompagnement sur l'infertilité, de la PMA, puisqu'on sait que ça peut être extrêmement émotionnel, ces parcours-là. Donc, on accompagne là-dessus. Évidemment, la fatigue chronique. J'accompagne beaucoup sur ce sujet parce qu'on sait que les émotions positives, la positivité, tous ces sujets-là amènent de l'énergie. Et donc, quand on va arriver à être plus positive, à se sentir mieux dans le quotidien, eh bien, forcément, on va retrouver de l'énergie. Alors, on va pas l'arrêter, cette fatigue chronique, comme les douleurs, on les arrête pas non plus, c'est pas de la magie, mais on arrive à mieux vivre avec. Donc, c'est à ça que sert la sophro. Ça fonctionne très bien. Ça fait maintenant 5 ans que je l'expérimente, du coup, en cabinet, en consultation individuelle. Et ça fonctionne très bien. Les personnes qui viennent, et j'ai un exemple assez concret d'une patiente qui était alitée depuis 2 ans, qui avait une endométriose assez sévère et des douleurs assez intenses, enfin très intenses même. Et du coup, elle était très fatiguée, elle ne se levait plus de son lit. C'est son compagnon qui gérait absolument tout. Elle était en arrêt maladie, enfin voilà. Et je l'ai accompagnée. Alors l'accompagnement était assez long, ça a duré 8 mois, où on se voyait 1 fois par semaine. Donc là, on est sur un gros accompagnement. Normalement, c'est quand même moins long. Et au bout de ces 8 mois, pour vous la faire courte, au bout de ces 8 mois, eh bien, elle avait repris la marche, elle sortait de chez elle, elle avait repris des activités, elle se sentait beaucoup mieux émotionnellement. On n'avait pas réparé, on n'avait pas guéri l'endométriose, mais on avait changé sa perception des choses et ce qui avait fonctionné. Voilà. Bon, voilà, on va s'acheminer vers la fin de la réunion, donc si vous avez des questions... Moi, j'ai une question. Non, ça va, je vais essayer de parler fort. Est-ce qu'on n'a pas peur aussi de cet ascenseur émotionnel ? C'est-à-dire qu'on a l'habitude de vivre avec ces douleurs. Moi, j'en ai plusieurs. Je suis très bien suivie sur la gynéco et sur Albourg. Mais je sais ce que c'est que la douleur, en fait. Donc, je vis au quotidien avec et je vais me dire, bon, je vais faire un resto, c'est pas grave, je vais kiffer ma soirée, puis le lendemain, je vais être couchée, j'aurai kiffé mon moment. Est-ce qu'aussi on n'a pas peur de se dire, on va faire les ateliers dont parlait Madame tout à l'heure, de la sophro, d'aller mieux et d'arrêter et en fait de dire, en fait, si j'arrête, je retombe comme j'étais avant, sauf qu'avant j'étais habituée à ça. Et je me suis déshabituée de ça. Est-ce que je vais arriver à le gérer après ? Juste avant, Élodie, il y a quand même un effet. Nous, ce qu'on cherche en tant que médecin, par rapport au traitement classique qu'on va vous donner, et pourquoi c'est intéressant, même après une chirurgie, d'avoir de la sophro, de préparer la chirurgie avec l'assistance, c'est que tout ça se potentialise, en fait. Très probablement. Je suis certain, avec l'application, on aimerait le démontrer, puisqu'on a beaucoup de données, qu'un traitement hormonal bien expliqué, accompagné de compléments nutritionnels, etc., va mieux passer et va redevenir un peu plus populaire, en fait. Mais ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, parmi tous les traitements que vous allez avoir, quels qu'ils soient, les uns se potentialisent les uns par rapport aux autres. C'est pas un résultat vertical, c'est un résultat d'ensemble. Et finalement, un asthmatique vit avec sa maladie d'asthme toute sa vie. Voilà. Seulement, aujourd'hui, vous avez des sportifs de haut niveau, ce qui n'est pas mon cas, qui ont de l'asthme ou du diabète et qui font ce qu'ils veulent. En fait, quelque part, le but recherché, c'était un peu le but de la soirée un peu
un peu punchy de l'endométriose sans douleur. C'est quelque part, c'est ce qu'on essaye de vous démontrer par les moyens qui sont mis en place. Et effectivement, je rejoins le docteur Estrade là-dessus. L'idée, c'est juste de mieux vivre avec. Et en fait, c'est plein de disciplines qui vont se combiner, que ce soit de la médecine, la médecine complémentaire, pour que vous viviez mieux avec. Il n'y a pas de chute libre. Comme vous dites que ça va revenir, etc. C'est-à-dire que les douleurs seront toujours là. C'est juste que votre façon de la gérer, elle sera différente. Et donc, il n'y aura pas un moment où ça va revenir en force et que vous ne gérerez plus. Parce que vous aurez les outils au niveau émotionnel pour gérer le truc. Et si c'est le cas, admettons, il y a un événement émotionnel très intense dans votre vie, et du coup, à ce moment-là, vous perdez pied, les douleurs redeviennent intenses et vous gérez plus. Soit vous retournez voir le médecin ou la thérapeute que vous êtes allé voir, soit vous reprenez les outils que vous avez pratiqués avec, puisque l'idée c'est de les enregistrer et que vous les gardiez, et vous repratiquez de votre côté pour essayer de reconditionner un petit peu ce truc-là et de vous rendre compte que vous gérez toujours. J'ai répondu à votre question ? Oui. Merci. En fait, ce qui va être important, c'est en fonction des outils qu'on va vous donner, c'est d'aller chercher vous ce qui vous correspond le mieux, de manière à aller gratter un petit peu des pourcentages partout. Donc, si vous pouvez gratter 10% de bien-être supplémentaire avec la sophro, avec un kiné, avec un ostéo, avec tout ce que vous voulez, l'essentiel, c'est d'aller gratter des pourcentages partout. Parce que évidemment, c'est compliqué de retrouver une qualité de vie à 100%, mais 10%, plus 10% par-ci, plus 10% par-là, ben, si vous pouvez déjà passer la barre des 500%, c'est déjà vachement bien. C'est un catalogue à adapter en fonction de chacune. Aujourd'hui, on gravite autour de plein de choses. Moi, ma vie, aujourd'hui, je ne travaille plus, c'est les médecins, c'est les hospices, c'est les kinés, c'est les ostéos. Donc en fait, je me dis, j'ai déjà tout ça. Alors oui, c'est très tentant et j'ai très envie, mais de notre côté, on va dire que le seul petit trou que je vais avoir dans ma semaine, je vais avoir envie d'en prendre plaisir autrement. En fait. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'arriver à se dire, ben, en fait, le trou que tu vas avoir dans ta semaine où tu as prévu une soirée de fou, ou ne serait-ce qu'aller balader au bord de mer avec mon mari et mes enfants, ben, je vais le prendre en fait. Et ça va prendre le pas sur encore quelque chose qui va s'apparenter à encore cette maladie, c'est-à-dire la sophrologie, la kinésithérapie, l'ostéo, l'algologie. Et c'est ça qui est difficile en fait, c'est que tout gravite autour de ça. Mais ce que vous faites à côté, d'aller passer du temps en bord de mer avec votre famille, ça fait aussi partie de ces petits pourcentages qui vont vous faire du bien. Alors, n'oubliez pas que les outils qu'on essaie de mettre en place vont servir aussi aux patientes qui arrivent dans la maladie pour être vraiment anticiper tout ça. Hein. Dernière question, et après j'ai une petite remarque, vous allez voir. Non, pas pour vous. Bon, alors, moi, je voudrais dire, je suis venue ce soir parce que j'étais très intéressée de découvrir votre centre. J'ai été soignée grâce au docteur Lilibert. Voilà, j'ai 47 ans aujourd'hui. Je souffre d'endométriose depuis l'âge de 14 ans. J'ai passé tout ce que vous pouvez décrire. J'ai changé plusieurs fois de vie professionnelle. J'ai été opérée. J'ai adopté aussi. Je suis tombée enceinte après avoir adopté. Je fais de la sophrologie depuis 5 ans et c'est un vrai outil à explorer. J'ai changé mon alimentation, je me supplète. Je suis bien suivie en gynécologie et aussi avec mon médecin généraliste qui est homéopathe. Et je voulais aussi venir ce soir pour témoigner et pour vous dire que nous devons porter aussi, nous, en tant que femmes, ce message. On doit partager toutes les expériences qu'on a mis en place pour, développer de la ressource par rapport à cette endométriose et en faire une puissance parce qu'on peut aider les autres femmes, on peut aider les hommes. Et ce que aujourd'hui vous venez de faire, c'est extraordinaire. Merci, j'ai passé un agréable moment. Ça fait énormément de bien. Et je voudrais poser 2 dernières questions. Est-ce que les symptômes de la périménopause peuvent être confondus avec l'endométriose? Et le lichen atrophique, est-ce qu'il peut être lié à l'endométriose?
C'est une question de confusion. Et enfin, y a-t-il un lien avec les cancers? Ouh là 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 là. Bon, on fait une soirée demain. Rapide. Alors, les liens entre tout ça, ils sont hyper compliqués. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse franche. Tout à l'heure, on parlait des liens entre endométriose et maladies rhumatoïdes, polyarthrite rhumatoïde, etc. Probablement que le lichen, il y a aussi ce genre d'inflammation, ce genre de problématique. Dire qu'il y a un lien entre endométriose et lichen, je ne sais pas si quelqu'un le fera aujourd'hui, je pense pas, mais peut-être que dans quelques années, on aura des réponses comme ça. Endométriose et cancer, il y a quelques petites choses qui sont écrites sur le lien entre endométriose et risque de cancer de l'ovaire, avec des risques relatifs qui sont un peu plus élevés, mais on reste sur des choses qui sont, en termes de population, très raisonnables. On n'est pas sur des chiffres importants, et c'est pas parce qu'on a une endométriose qu'on aura un cancer de l'ovaire. Je prends pour la périménopause, c'est ma passion. Ça marche. Donc pour les cancers, il n'y a pas de recommandation particulière. On doit pas retirer les ovaires de toutes les femmes qui ont eu de l'endométriose pour prévenir le cancer de l'ovaire. Ça ne fait pas partie des recommandations parce que l'augmentation du risque, elle est quand même très très minime. Mais on doit surveiller les femmes régulièrement aussi pour ça, sachant que pour le cancer de l'ovaire, on n'a pas d'examen de dépistage fiable et recommandé aujourd'hui, comme la mammographie pour le cancer du sein ou comme le frottis pour le cancer du col, par exemple. La périménopause, pas de lien entre... On ne peut pas confondre une périménopause avec une endométriose. En revanche, ce qui est sûr, c'est que la périménopause, ça va rajouter une couche d'instabilité hormonale à ce que vous viviez avant. Et donc, du coup, les traitements qui ont pu être mis en place, notamment les traitements hormonaux, peuvent être potentiellement moins efficaces. Il va falloir adapter les traitements parce que le statut hormonal change. Et donc, on va devoir peut-être changer l'approche thérapeutique pour mieux vous soulager. Mais ça va rajouter effectivement un petit peu de complexité à la prise en charge parce que les hormones changent. Non, mais effectivement, les choses changent, et je pense que c'est une des choses que je voulais dire sur toute la soirée, c'est on a parlé de toutes les possibilités pour accompagner les patientes qui sont atteintes d'une endométriose, et ces possibilités-là, elles évoluent dans le temps aussi. Une femme de 20 ans ne va pas avoir les mêmes demandes, les mêmes besoins qu'à 30, qu'à 35, et ça change, et vous évoluez dans le temps, et comme on est sur quelque chose de chronique, faut pas hésiter à revenir sur des choses qu'on avait mis un peu de côté il y a 5-10 ans, on peut les réessayer 10 ans après, que ce soit en thérapeutique médicale, mais aussi dans les thérapeutiques non médicales. Donc je pense que c'est important de voir qu'on est sur du long terme et sur des problématiques qui peuvent évoluer et qui peuvent même être cycliques. Bien, on va s'achever. Justement, je voulais justement dire ça parce que on ne sortira pas de la salle tant qu'il n'y aura pas une question masculine. Ah ouais. C'est pas nous. Ah, voilà. Ouais. Il va vous sauver. Non, moi juste je voulais à nouveau dire c'est très compliqué pour les hommes de voir ça et de prendre conscience des problématiques. J'ai connu ça avec ma femme, je connaissais avec ma fille, et on n'a pas vraiment la sensation que ça avance par rapport à tous les traitements qu'elle peut subir, des examens qu'elle peut faire, et on a l'impression que c'est sans fin. On a l'impression, oui, que ça avance jamais, que on voit notre fille baisser, dépérir, chuter en dépression, en anxiété, se refermer sur elle-même par rapport aux douleurs, et on ne sait pas comment l'aider, on ne sait pas comment aborder la thématique pour qu'elle aille mieux, et c'est très compliqué. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'avais pas vraiment conscience de toutes ces problématiques, et c'est justement à l'occasion de ma fille avec ces problèmes qui ont émergé à l'âge de la puberté, hein, où on commençait à s'intéresser à ça, et on n'a pas vraiment les clés et les solutions, que ce soit les gynécos, que ce soit les médecins de la douleur, où on va, et on a l'impression que ça tourne en rond.
On partage complètement votre sensation, hein, puisque en fait, nous, on se considère comme étant spécialiste, voire très spécialiste de l'endométriose. Et surtout en chirurgie, en fait, alors pourquoi les chirurgiens s'occupent beaucoup d'organisation, etc. Parce qu'en fait, on est le témoin de la vie des patientes, en fait. Quand elles viennent nous voir, c'est que souvent, il y a vraiment eu, et quand on écoute, et ça a été ma motivation pour me lancer dans le digital. Donc, on partage complètement ce que vous dites. Je vais parler de production de soins. Pour une patiente d'endométriose, pour les patientes qui réussissent bien, qui ont des grossesses ou pas, mais qui vont bien, etc., il y en a de plus en plus, c'est un effort et un suivi qui est très important. Et donc, vous avez en face de vous une énormité d'épidémiologie, donc 10-20%. Pour l'adénomiose, on parle de 80% de femmes. Donc, tu parlais tout à l'heure de la périménopause. La périménopause, il y a des hormones, des oestrogènes qui montent un petit peu et des progestérones qui descendent. Et là, ça déclenche de l'adénomiose. Mais quand, en fait, il y a une inadéquation très claire entre le temps qu'il nous faut, nous, pour traiter une patiente, mais pas que la patiente sur le présent, traiter son futur si elle veut tomber enceinte, et traiter son passé, parce que la réhabilitation de tout ce que vous dites, c'est absolument vrai, c'est très long. Et il faut beaucoup de monde. Et il y a aussi beaucoup de thérapies. Peut-être que la sophro va bien marcher chez une patiente, mais pas du tout chez une autre, qu'il faudra plutôt de l'acupuncture ou de l'ostéopathie, etc. Il y a un échiquier devant nous qui est énorme. Donc là, aujourd'hui, ce qui commence à être à peu près bien traité, il y a encore, nous, on travaille dans une société savante qui s'appelle la SCGP, qui est la réunion de tous les chirurgiens français. On est dans le cœur du sujet. On est dans le cœur du sujet de labelliser les centres, qu'on arrête de faire des chirurgies itératives, etc. Donc là, aujourd'hui, notre noyau, il est là. C'est le danger global et le fait, vous savez, ce qu'on apprend en médecine le premier jour, c'est primum non nocere. C'est premièrement ne pas nuire. C'est ça la problématique. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est une question juste de flux et de compétences en face. Et c'est ce qu'on essaye de résoudre petit à petit. Et bien, effectivement, après, on va dire que les patientes qui sortent grandies par cette pathologie, qui sont traitées et qui vont mieux, ben finalement, ça reste de la niche. On est complètement d'accord. Mais c'est de la niche tout simplement parce que aujourd'hui, vous savez, je veux pas faire peur, mais on va parler du cancer de l'ovaire. Aujourd'hui, le cancer de l'ovaire, il peut être traité vraiment dans très peu de centres en France. Mais pourquoi? Il y a 3500 cas par an. Donc c'est facile de dire, ben, cancer de l'ovaire, là, on fait que là. Et là, vous allez avoir le meilleur du meilleur. Il n'y a pas de problème. Et les taux de survie, du coup, ont été démontrés qu'on améliorait beaucoup le taux de survie dans ces cas-là. Mais dans l'endométriose, c'est vraiment très compliqué. Donc là, aujourd'hui, c'est un acte politique qu'il est nécessaire d'avoir. Mais on comprend ça. Maintenant, pour revenir à la masculinité ou le côté masculin ou femme ou homme d'ailleurs dans le couple, c'est qu'on a de plus en plus, quasiment, je sais pas vous, mais on peut se poser la question. Moi, j'ai presque la moitié des patientes qui viennent en couple. Voilà. Et ça, je suis pas si vieux que ça, mais quand j'ai commencé ma carrière, c'était quasiment zéro, y compris pour les grossesses, etc. Donc ça, c'est aussi une avancée parce ça permet aussi aux partenaires d'avoir une éducation thérapeutique à la maladie et effectivement de pouvoir communiquer via le professionnel de santé, notamment par rapport à la sexo, ça c'est sûr, le fait de ne pas avoir de rapport, etc. Et on explique à la patiente, parce que c'est un exemple assez typique qu'on a tous rencontré, c'est que la patiente vous dit qu'elle n'a pas de douleur pendant les rapports, vous l'examinez, elle saute au plafond, et vous dit mais je comprends pas, c'est l'examen, c'est pas un rapport, mais quand même ça s'en rapproche, on touche et tout. Ah oui, mais bien sûr, ça fait 1 an que j'ai plus de rapport. Donc en fait, vous voyez que nous, on doit aussi, en général, il faut 3 tours de questions pour avoir à peu près le phénotype de la patiente. Voilà. Donc on pourrait continuer pendant longtemps. Donc ce qu'on veut mettre en place, effectivement, on sent bien que ce soir c'est l'éducation thérapeutique qui paraît être l'urgence. Pour nous, ça devient quelque chose de faisable parce que on sait faire la base. La base, on sait faire du dépistage, on sait faire des échos, des IRM. On a le bloc opératoire, on a des chirurgiens multidisciplinaires qui s'occupent également des patientes, on a la chirurgie robotique, tout ça c'est la base, c'est ok. Maintenant, ça s'arrête pas là, effectivement. On est tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir des endométrioses avec le moins de douleur possible, c'est notre but. Alors, la dernière. Concernant justement les médecins qui sont généralistes ou autres, est-ce qu'il y a
des conférences comme celle-là qui puissent aider justement à démystifier la maladie, parce qu'on entend souvent parler de « oh, mais c'est une maladie à la mode ». Cette remarque, je l'aime pas, mais je l'aime bien quand même, parce que on a aussi l'impression que, alors c'est vrai que vous avez entendu ça dans les cabinets dans lesquels vous êtes passé, c'est une maladie à la mode, vous me gonflez avec vos douleurs de règles, tout le monde a mal, allez voir ailleurs, ou prenez ça et ça ira mieux. Il y a le côté mode. Moi, j'ai un autre regard sur la mode, c'est qu'on a aussi l'impression que l'endométriose, ça a été une maladie à la mode, notamment pour nos politiques, il y a 1 ou 2 ans, où on parlait que de ça, où tout le reste n'existait pas. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que le soufflet est retombé. Moi, je suis un petit peu inquiet sur la réelle volonté politique de changer les choses. Donc, ça doit venir de nous ensemble. Vous posez la question de la formation des médecins qui sont en première ligne, des généralistes et des sages-femmes. Il y a la formation médicale continue. Ça existe. Le seul problème, c'est que c'est une inscription volontaire, c'est-à-dire que les gens qui ne s'y intéressent pas, ou qui s'en fichent un petit peu, ou qui s'occupent d'autres choses, vont pas forcément s'inscrire et pas être sensibilisés. On peut pas aller chercher les gens et les obliger, en tout cas ça n'existe pas aujourd'hui, à suivre des formations sur l'endométriose. Mais en tout cas, ça existe. Il y a des modules de formation continue. Moi, je fais régulièrement des formations avec la rue du praticien, qui est une grosse structure qui fait ça. Hier, j'ai fait un webinaire. Je parlais d'endométriose. Il y avait 1000 inscrits, généralistes et sages-femmes de toute la France. Donc, on va y arriver. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'éducation thérapeutique des patientes, c'est important, mais l'éducation thérapeutique et diagnostique des médecins de première ligne, des sages-femmes, c'est aussi très important. On a aussi cette mission-là. Vraiment, juste très clairement, la faculté de médecine, c'est au programme, c'est enseigné. Mon fils est en 6e année bientôt, il passe l'internat. Il avait un dossier qui est tombé dans un internat blanc. Donc clairement, ça va venir. Ça, il faut vraiment pas être inquiet là-dessus. Et aujourd'hui, on a quand même des premiers signes de nouveaux installés, de médecins généralistes, etc., qui disent aux patients, non, mais cherchez pas, c'est de l'endométriose, il faut aller là. Donc franchement, c'est en train d'arriver. Mais vous savez, voilà, c'est un petit peu long, mais il y a quand même beaucoup de signes positifs. Alors, d'abord une question, et après je laisse conclure Endo-France, c'est une belle façon. Voilà. J'aimerais savoir, au niveau du travail, comment ça peut être pris en charge, enfin, si c'est reconnu, avec comment dire, la MDA aussi. Est-ce qu'il y a des choses de fait aussi pour tout ça, parce que c'est quand on a mal, tout ça, enfin, c'est super dur, hein, au niveau du boulot. Enfin voilà. Alors, juste, je me permets de reprendre la parole parce qu'on a une très bonne expérience chez Luna. On a beaucoup de contrats avec des grosses sociétés qui ont fait des entreprises qui achètent des tests et qui permettent aux patientes de prendre un abonnement chez Luna, d'avoir le test et ensuite d'être suivis. Donc ça, dans le FSE, c'est un milieu que je connaissais absolument pas. On n'arrête pas de donner des conférences. Il y a des énormes entreprises comme Deloitte ou des Malakoff Humanis, etc., qui ont contractualisé avec nous. Donc ça, c'est vraiment en cours. Ensuite, pour les aides sociales, tout ce qui est la prise en charge sociale, etc., c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'État, quand il fait le calcul, et vous, en tant que contribuable, vous le faites très rapidement. Si vous mettez 2 millions de personnes en ALD avec remboursement total, en fait, rapidement, ça va être problématique. Florence Cotin se mord les lèvres de poser la question sur le test salivaire. Voilà, on n'en a pas parlé, mais le test salivaire, en fait, il y a un test qui coûte 900 €, qui coûte assez cher, et qui a été financé pour 25 000 patientes, ça fait 22 millions d'euros. On va avoir les résultats, les études sont en cours, mais on verra, juste pour ce test, c'est pas magique non plus, c'est juste de dire, si la patiente a des douleurs, que l'IRM et l'échographie est négative, on fait un test et on voit si c'est positif ou négatif. Après, on verra qu'est-ce qu'on en fait. Mais c'est une première approche. Ça montre aussi que l'État s'investit aussi là-dedans. Mais en termes d'aide sociale, c'est vrai qu'on a beaucoup de plaintes de la patiente sur des refus. Et de temps en temps, des caisses qui acceptent comme ça. Ça dépend de l'humeur. Donc, il ne faut pas hésiter à représenter des dossiers en fonction. Le conseil que l'on donne, je ne sais pas vous, mais s'il y a un protocole opératoire avec une anapathe, etc., c'est quand même beaucoup plus facile que sur juste des images qui peuvent être à interprétation. À vous. Donc, on vous laisse conclure. Conclure, je ne sais pas, mais en fait, je voulais juste rebondir par rapport à la politique. Hier, Yasmine Kando était avec le ministre de... La présidente d'Endo-France. C'est la présidente d'Endo-France.
est présente avec d'autres associations. Et bon, ils sont entendus, ils sont écoutés, et les associations de patientes sont importantes pour ça, parce que justement, on porte la voix de chacune d'entre nous et chacun d'entre vous, puisqu'on a parlé aussi des aidants et des accompagnants. Et donc hier, ils ont été entendus, ils ont été écoutés. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. Et après, derrière, ça va pouvoir déboucher, on l'espère, sur des mesures comme le remboursement un peu plus généralisé de certains soins de support. Parce que, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, les soins de support commencent à être vraiment l'alliance thérapeutique avec le traitement médical, la chirurgie et les autres choses mises en place par rapport à la prise en charge de l'endométriose. Merci. On vous remercie. Merci d'être venu. Merci aux orateurs. Et on se permettra vous pouvez nous blacklister, mais on se permettra de vous envoyer quelques newsletters ou des nouvelles pour vous dire voilà qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'endométriose. On va faire un selfie comme les rockers. Allez.